Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Voilà, ce soir, je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Salut. Et je suis avec Michael. Salut Michael. Salut. Et puis, nous avons également le plaisir de recevoir un invité ce soir. Vous l'avez entendu à la fin de notre dernier épisode. Ce soir, on va se replonger dans des souvenirs peut-être un petit peu plus anciens que ce que nous avons eu l'habitude ces derniers temps, puisque nous accueillons Pascal Opliguer. Bonsoir Pascal. Salut à tous. Pascal, il y aura évidemment après une longue partie qui te sera consacrée avec ton interview. Mais voilà, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se réjouit de replonger au travers de tes souvenirs et de ta carrière de footballeur, mais aussi d'entraîneur de foot. Voilà, alors au sommaire de cet épisode 34, avant-dernier épisode de cette première saison de Xamcast, nous allons faire le débriefing du match du 20 mai contre l'FC Baden, dernier match de la saison, et puis il y aura l'interview donc de Pascal Opliguer. Voilà messieurs, on attaque déjà le programme chargé. Jingle. Voilà, la saison de Challenge League s'est conclue ce lundi 20 mai, lundi de la Pentecôte, et pour Neuchâtel Xamax, au programme, c'était un déplacement dans le canton d'Argovie pour y affronter le FC Baden. Alors voilà, le match s'est terminé, vous le savez déjà tous, sur un score de 2 partout. C'était un match un petit peu particulier entre voilà un FC Baden déjà relégué depuis maintenant plusieurs journées et puis un Neuchâtel Xamax voilà qui n'avait plus grand chose à espérer sinon se battre pour la troisième place honorifique avec le FC Badutz. Donc voilà, d'un côté on a eu un FC Baden on va dire très motivé de faire bonne figure devant son public pour le dernier match en Challenge League de cette saison avant un retour en Promotion League. Et puis pour Xamax, Uli Forte avait décidé encore plus de faire tourner l'effectif. Bon, je vais commencer comme d'habitude, messieurs, par vous lire un petit peu les réactions de nos internautes. Donc, Lucas, qu'on a reçu la semaine dernière, disait un match vraiment dommage. Il n'y a pas eu d'envie sur le terrain. Clash Star, je connais pas son prénom à lui. Alors lui, il a été cash. Hein, il a dit match nul qui porte bien son nom. Il n'a pas dû apprécier le spectacle. Grégoire M qui nous dit c'est pas digne d'une équipe qui prétend monter la saison prochaine. On a Hello qui a juste mis décevant. Et puis Thomas qui a eu lui aussi un match décevant comme la plupart de cette saison. Alors, 5 réactions qu'on a reçues. Michael, Mathéo, vous étiez tout comme moi présent au stade. Est-ce que, de manière générale, comme ça, avant qu'on décortique un petit peu plus le match, est-ce que vous êtes sorti de ce match avec un sentiment de déception? Michael, je t'en prie. Non, pas spécialement. Enfin, le truc, c'est que j'attendais franchement rien de ce match, si ce n'est, bon, j'espérais quand même voir une partie quand même plutôt intéressante. Ça, c'est sûr. Quitte à avoir de l'enjeu, on va quand même au stade pour espérer voir un peu de spectacle. Mais des déceptions, j'aurais voulu qu'on gagne. Maintenant, je m'attendais à ce que ce soit pas une promenade de santé parce que Baden était quand même censé jouer le coup à fond pour quand même terminer cette saison sur une note relativement positive devant son public qui est venu en nombre quand même, qui a plutôt bien rempli, qui a apporté un bon nombre au stade. Voilà, il y avait tout le contexte était tous les éléments étaient réunis pour que Baden eux soient un peu motivés. Et de l'autre côté pour Xamax, ben c'est le genre de match là forcément dernière journée où t'as rien à jouer. C'est le genre de match où il faut essayer de puiser cette motivation ailleurs que dans l'enjeu qui est inexistant. J'ai pas forcément été déçu. Maintenant, c'est sûr que je rejoins les avis qui estiment que c'était un match peu spectaculaire, effectivement. Mathéo? Moi, je suis pas particulièrement déçu par le contenu parce que
je vais pas vous le cacher, je m'y attendais un petit peu. Un dernier match de la saison, comme le disait Michael, où t'as plus rien à jouer. C'est les seules choses, les seules motivations que tu peux avoir éventuellement parmi les joueurs. Donc on sait qu'ils ne quitteront pas dont on n'est pas encore assuré qu'ils quitteront l'effectif au mercato, c'est de se montrer. Baden de son côté voulait finir au mieux devant son public. C'est le genre de résultat, si tu dois faire un pronostic et si tu dois jouer au jeu des paris, le nul était plus qu'envisageable avant le match. Ouais, totalement. Maintenant, voilà, il y a des choses, il y a des légèretés toujours un peu derrière ce qu'on a pu observer pendant toute la saison, mais je suis pas forcément déçu ni surpris par la performance de lundi. Ouais, moi je dois dire que je m'attendais à rien et puis par contre j'ai pas été déçu en soi. Voilà, quand on n'a plus grand-chose à jouer comme ça, la motivation n'est pas forcément la plus élevée. Voilà, il y a certainement des joueurs au coup d'envoi qui ont été alignés. Ils savaient déjà que leur contrat n'allait pas être prolongé à ce moment-là. Donc voilà. Mais je veux dire on a quand même eu une partie animée, 4 buts et puis quelques occasions. Donc on s'est pas non plus franchement ennuyé du côté du stade ESP. Alors justement par rapport au manque de motivation des fois de ces matchs en fin de saison, Pascal, toi maintenant qui est entraîneur, comment tu fais pour motiver parfois tes joueurs quand la saison arrive à son terme et puis qu'il n'y a plus rien à craindre au niveau relégation, il n'y a plus rien à jouer dans le haut du tableau, où va chercher la motivation un coach pour justement la transmettre aux joueurs? Alors bon, vous l'avez dit, hein, c'est fin de saison où il y a plus rien à jouer. L'idée derrière pour un coach, c'est de trouver les petits trucs pour déjà mettre une équipe en place. C'est-à-dire, je crois que Matteo l'a dit, trouver peut-être un ou deux joueurs à mettre, peut-être des jeunes. Je crois que là, il a fait jouer des jeunes Uli Forte, ou des joueurs peut-être qui arriveraient à un certain nombre de matchs, ou peut-être dire au revoir à un joueur qui part. Ça, c'est jouer sur le contingent et le 11 de base. Et après, je trouve, il y a également à mettre en place peut-être des objectifs ou des mini-objectifs sur un match ou sur peut-être une combinaison qui a été travaillée, essayer de réussir des paris là-dessus. C'est essayer de trouver voilà, moi je les appelle les petits trucs sur fin de saison pour des matchs sans pour deux équipes. Après, moi, j'ai vu que le résultat, donc un 2-2, je pense que c'est intéressant parce que souvent, c'est fin de saison, on trouve des 0-0, des 0-1 sur peut-être une erreur d'un adversaire. Donc là, le score pour moi, il me plaît encore pour les supporters, bon, 4 buts. Voilà. Mais je peux comprendre après les vrais supporters qui se déplacent et qui aimeraient voir leur équipe, comme l'a dit aussi auparavant, une équipe qui est ambitieuse l'année prochaine, on se doit de bien finir. Et puis surtout, on se souvient, je dirais, que du dernier match. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur comment trouver la motivation Ok, pour amener merci. l'équipe à bien finir. Bon, et là-dessus, Mhm. c'est vrai que la Challenge League a fait un peu honneur au football, hein, parce que sur ces 2 dernières journées, on a eu des tonnes de buts quand même, mine de rien. Parce que on parlait du spectacle sur ce match, mais c'est clair que sur le papier, ça fait quand même 4 buts. Et ces 2 dernières journées de Challenge League, pour le coup, étaient vraiment remplies de buts. C'est bien, il n'y a pas eu de match un peu poubelle, malgré le fait que plus personne n'avait rien à jouer, si ce n'est Toon et Sion dans les derniers instants. Ouais, tout à fait. Donc, Michael, un FC Baden qui était beaucoup mieux rentré que Xamax hein, dans le match. Ouais, j'ai trouvé que c'était ceux qui, dès le début, semblaient montrer le plus de motivation. Mais malgré tout, cette ouverture du score de Bakayoko, moi, j'ai eu l'impression que Xamax avait pas eu à pousser justement son talent pour le mettre. Je trouvais que du côté de Baden, on ressentait la fébrilité défensive de cette équipe parce en quelques combinaisons, en quelques touches de balle, cette équipe laissait quand même des espaces assez gros derrière elle. Le ballon circulait quand même relativement facilement, même dans l'axe. J'ai trouvé que ouais, c'est eux qui s'étaient procuré un peu quelques occasions et qui avaient
porter un peu le ballon devant la défense neuchâteloise. Et puis finalement, à la 20e, sur une légèreté un peu de la défense, c'est Bakayoko qui ouvre le score après la tête manquée de Campos. Donc voilà, sur ce 1-0, on était ensemble à ce match en tribune presse. On avait quand même un ressenti un peu spécial dans le sens où on voyait un Baden qui était plutôt bien rentré dedans, mais qui s'est retrouvé un peu face à ses propres limites. Et Xamax n'a pas trop dû forcer pour ouvrir le score. Malheureusement là-dessus, cette ouverture du score n'a pas franchement créé une envie d'enfoncer le clou du côté de Xamax, et le match est quand même resté un peu tiède au niveau des actions. C'est même Baden qui s'en est recréé des assez franches après ce 1-0. Notamment la barre de Giampa et ensuite cette égalisation de Spielmann. Oui, Ouais, alors on a mentionné, tu as mentionné Michael, les largesses défensives de Baden sur le 1-0 de Bakayoko. Alors, assez marrant, la Ligue a comptabilisé un tir non cadré, une tête ratée de Campos avec une passe de Hautier, puis le but de Bakayoko avec une passe décisive pour Campos. Je trouvais assez drôle finalement qui comptabilise deux actions en fait sur ça. Oui, les largesses défensives sur l'action qui a amené l'égalisation de Marvin Spielmann, qui a confirmé par ailleurs qu'il était très motivé et il soignait ses statistiques quand il affrontait ses anciens clubs. Marvin Spielmann, ouais, une défense très large sur cette action quand même. Ouais, il y a quand même un espace assez impressionnant qui réussit à être trouvé dans le dos. J'ai plus le passeur en tête, mais Cirelli. c'est vrai que mais c'est vrai que là-dessus Spielmann il se défait quand même très facilement de la défense. Il part dans le dos, tout le monde se fait complètement avoir. Et puis Hummel il prend une décision, il sort, il se fait passer. Il sort en retard et Spielmann passe le gardien, a plus qu'à finir dans un but vide. Mais voilà, au moins il a pris une décision, il a pas hésité. Ça a pas payé. Mais de toute façon, à ce moment-là, il est effectivement un peu abandonné par sa défense. On va pas se cacher. Il y a une mésentente aussi avec son défenseur, parce que je pense que sincèrement, il arrive à faire mieux sa sortie. Si peut-être c'est le seul à aller sur Spielmann à ce moment-là, parce j'ai l'impression il y a une mésentente entre le gardien et son défenseur, et Spielmann qui profite de ça pour passer devant tout le monde finalement et aller finir dans le but vide. Ouais, c'est possible. Mais c'est-à-dire que dans tous les cas, tout le monde était un peu. On a senti la défense un peu lourde là-dessus parce que tout le monde est en direction du but. Mais c'est juste voilà la passe en profondeur, Spielmann qui est plus rapide que tout le monde. Et ensuite, Hummel a estimé qu'il avait plus de chances potentiellement d'intercepter le ballon sur un contrôle peut-être un peu long de Spielmann plutôt que de subir le 1 contre 1. Je dirais voilà, là il a fait un choix et puis voilà, mais la défense, il y a quand même 3 défenseurs sur cette action qui sont au niveau de Spielmann pendant la passe et qui courent en direction du but, et ils se font tous prendre de vitesse à la course, clairement. Ouais, alors moi sur cette action, honnêtement, j'ai eu peur que Hummel il déménage tout, qui S'il le tacle. touche, c'est carton rouge, ça c'est Ah, c'est sûr. clair. Moi, je me suis dit, oh là, il va le tacler et puis ça va être carton. Ou alors, Spielmann va faire passer la balle, mais Hummel va rater son intervention. Je dirais que bon, c'était plus sage de le laisser passer. Et même en concernant l'égalisation, il restait encore du temps, plus une deuxième mi-temps derrière. Il n'y avait pas de raison non plus de le sécher à ce moment-là. Voilà, Ouais, 1 à la mi-temps, c'était un score assez logique avec deux équipes qui ont réussi quand même de produire du jeu et puis qui ont profité l'une et l'autre des largeurs défensives de part et d'autre. ouais, c'était quand même un match équilibré. Il y a comme j'en parlais, la barre de Giampa. Mhm. Sur cette frappe quelques minutes avant l'égalisation, je pense que Baden a mérité de revenir à la pause avec avec ce score nul. Et puis ouais, c'est quelque chose voilà, disons le 1 partout à la mi-temps surprenait pas. Ensuite, je peux te laisser développer si tu veux faire le fil du match, mais
Un Xamax qui est quand même très bien revenu Ouais. des vestiaires. C'était devenu un peu une habitude hein, sur ces quelques, je dirais, 5-6 derniers matchs. Xamax revient en général assez fort en début de deuxième mi-temps. Et puis, faudrait voir dans les statistiques, mais je pense qu'il y a plusieurs buts qui ont été inscrits entre la 46e et la 55, 60e ces derniers matchs. Et puis voilà, ce match-là n'a pas fait exception. Avec un petit bijou, Matteo, toi qui étais derrière les buts, est-ce que tu peux nous le raconter, ce bijou de Kenan Fatkic? Oui, alors il y a déjà dans un premier temps, il y a quand même une relance assez hasardeuse de l'arrière-garde de Baden, puisque la relance de l'arrière argovien arrive directement dans les pieds de Fatkic. Mais ensuite, enfin, faut quand même saluer la spontanéité du geste parce que il faut l'oser. Et c'est vrai il est magnifiquement dosé, une frappe magnifiquement dosée, enveloppée dans la lucarne opposée. Magnifique à voir d'ailleurs depuis derrière le but, soit dit en passant. Et c'est un magnifique but de notre capitaine pour clore la saison au niveau des buts marqués de Xamax. On aurait pu on aurait pu en marquer un plus moche, pardon. C'est clair. Alors moi, je me suis rappelé à ce moment-là, effectivement, sur la relance de Baden, les propos de mes coachs quand je jouais au foot, quand j'étais plus jeune, qui me disaient les relances comme ça, jamais dans l'axe. Pascal, on est d'accord hein, sur des séquences où la défense récupère le ballon et puis tente une relance courte, c'est beaucoup plus risqué de la faire dans l'axe que sur les côtés. Alors, c'est sûr. Après, je pense que la plupart des équipes maintenant, ou la plupart des personnes regardent la télé, et puis il y a un peu je dirais une mode de vouloir passer par l'axe. Mais après, il faut voir voilà, l'équipe qui est en face ou le niveau aussi de ses joueurs. Pour prendre des risques pareils, il faut être vraiment très précis déjà dans la passe, dans le dosage de la passe et que les joueurs soient au courant qu'ils vont la recevoir et puis qu'il n'y ait pas de perte inutile dans l'axe. Mais c'est vrai que cette théorie du vieil entraîneur qui dit pas de passe dans l'axe, elle est encore réelle aujourd'hui parce que si le ballon va sur le côté, on est déjà loin du but. Donc là, il y a pas de souci. Mais beaucoup d'équipes, voilà, tentent quand même ces passages par là parce que voilà, on aime bien jouer, prendre des risques. C'est un peu le football d'aujourd'hui. Ouais, soit il y a vraiment le coup d'œil et on voit qu'on a un coéquipier qui est démarqué dans une zone dans l'axe, mais là en l'occurrence c'était pas le cas. Il a vraiment relancé. Il a voulu voilà essayer de balancer et d'écarter le danger, mais ouais, mais finalement il en a créé un peu plus. Alors on peut aussi saluer, comme tu disais avant, Matteo, la spontanéité et la classe technique de Kenan Fatkic parce que je pense que beaucoup de joueurs auraient tenté de faire un contrôle et puis ou alors d'adresser peut-être un centre en première intention. Il nous l'a dit après à l'interview Kenan, hein, il sait exactement ce qu'il voulait faire. Hein, il voulait frapper en première intention et il l'a mise là où elle est rentrée. Donc voilà, on peut saluer aussi la prise d'initiative. À ce moment-là, Michael, on se disait que voilà, ça allait faire un gros coup d'assommoir pour Baden et puis que Xamax allait voilà gérer la fin du match. On va pas dire tranquillement, mais allait gérer la fin du match. Et puis alors ils l'ont géré à tel point que ils se sont presque endormis hein, sur la suite. Bah, disons, à ce moment-là, on peut se dire surtout que Xamax est dans la bonne dynamique sur ce match pour peut-être essayer d'en mettre un autre parce que ça venait quand même, ce but à la 51e vient quand même d'une phase déjà de 6 minutes depuis le retour du vestiaire où Baden souffre. Il y avait vraiment que Xamax dans la surface argovienne. Il y a même un bel arrêt, je crois. Je sais pas si c'est, je crois que c'est avant ce but qu'il y a déjà un bel arrêt du gardien. C'était Mossi au but contre peut-être Autier, je sais plus, mais voilà, les actions étaient là. Là pour le coup, Xamax était vraiment la meilleure équipe sur ce retour des vestiaires et ce but-là, même si il vient d'un but assez improbable avec le défenseur qui fait la passe décisive et Fatkic qui met un but quand même très difficile. Voilà, ça vient pas du but le plus évident, mais cette phase, ce but est quand même suit quand même une certaine logique compte tenu de ce que Xamax avait produit. Et à ce moment-là, on peut se dire peut-être qu'on est en train de prendre le dessus gentiment sur ce match malgré la première mi-temps un peu compliquée. La différence de niveau entre les deux équipes va peut-être quand même finir par parler. Xamax a continué quand même encore à pousser un petit peu, mais je dirais qu'après
au bout d'un certain temps, peut-être un petit peu après l'heure de jeu, c'est Baden qui a réussi à reprendre un peu les commandes, hein, même avant ce but qui est aussi une belle réalisation de loin de Guillaume Fourard. Ouais, tout à fait. Il y a eu autour de l'heure de jeu, il y a eu un peu une valse de changements. Les deux entraîneurs ont procédé à plusieurs changements. Trois pour Oli Forte autour de la 65e et puis deux pour l'entraîneur argovien. Et puis, ouais, il y avait plus vraiment eu d'occasion franche de Xamax et on sentait que voilà, on n'était pas serein et puis qu'on n'était pas à l'abri tout d'un coup d'un geste, même si Baden n'a pas été extrêmement dangereux, mais on l'a vu, ils ont quand même des joueurs qui sont assez adroits. Et puis, on peut saluer aussi le geste de Guillaume Fourer. Alors, probablement que Isia Soumel était peut-être légèrement masqué, même si la frappe, elle part très bien au ras du sol. C'est très difficile pour un gardien d'intervenir. Mais il me semblait quand même légèrement masqué. Il me semble que s'il n'est pas masqué, il est quand même un peu plus rapidement sur la balle. Mais voilà, une frappe aussi sèche au premier poteau et puis l'égalisation pour Baden. Les 10 dernières minutes, enfin les 15 dernières minutes, si on compte le temps additionnel, on était franchement plus proche d'un 3-2 argovien que d'un 3-2 neuchâtelois, messieurs. Ouais, à ce moment-là, Baden domine la fin de match. J'ai plus en tête s'ils ont eu une occasion très très nette sur cette fin de match, mais en tout cas, c'était clairement eux qui avaient plus qu'en avait plus sous le pied pour aller chercher ce but. Et du côté de Xamax, ouais, bah, tu parlais hein, du fait que ça ait beaucoup tourné, avec même aussi la première entrée de Calam. Donc voilà, c'était peut-être un peu léger sur cette fin de match, mais on est en tout cas satisfait d'avoir vu un Xamax qui se décompose pas totalement sur cette fin de rencontre et qui encaisse pas le but, parce que c'est sûr que là sur ces dernières minutes, on a aussi un Baden qui a beaucoup plus de raisons de le vouloir, ce but, et de vouloir prendre un peu de risque. Et ça s'est ressenti. Ouais, tout à fait. Effectivement, tu salues la première entrée de Marwan Kalam. Alors, il n'a pas forcément eu beaucoup l'occasion de se mettre en évidence, mais voilà, on espère que ce sont les premières minutes d'une belle carrière. Et en tout cas, il a démontré quelques gestes intéressants. Et puis, on espère pour lui un développement à la Briani Soro. On aura l'occasion de discuter de ça la semaine prochaine avec Christophe Moulin. Du coup, voilà, 2-2. Et puis, comme ça a aussi finalement été le score du côté de Vaduz, puisque Vaduz a réussi l'exploit de mettre 2 buts, on va dire, dans le dernier quart de 10 dernières minutes à Bellinzone. Ils sont revenus à 2 partout, ils étaient menés 2-0. Et puis, ils ont privé Neuchâtel Xamax d'une 3e place. Alors, on va pas se cacher, hein, c'est surtout les dirigeants et l'équipe qui étaient attachés à ça. Nous, les supporters, c'était assez anecdotique, cette 3e place, messieurs. Oui, même si bon, pour l'honneur, c'est toujours bien de se dire qu'on a pu finir le plus haut possible. Maintenant, c'est vrai qu'une 3e place avec un tel détachement de points par rapport aux 2 premiers, sincèrement, c'est pas le plus intéressant non plus et c'est pas le plus essentiel non plus. On va pas se le cacher. Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est ça, ce détachement il y a un tel détachement effectivement avec un classement qu'on pourrait carrément séparer des deux du haut, tant ils ont fait la course en tête depuis le début, en fait, que ouais, perdre cette 3e place sur les dernières minutes, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment de déception particulière, hein. Maintenant, pour les joueurs, c'est normal que voilà, t'es en toute fin de championnat. S'il faut, on parlait justement de devoir se chercher des petits objectifs ponctuels pour le match, pour un dernier match. Pour des joueurs qui, je le pense et je l'espère, ont quand même un esprit un peu compétitif, et ben forcément, c'est toujours, tu cherches quand même toujours à avoir la place la plus haute au classement. Maintenant, ouais, on n'aurait pas tiré grand chose non plus de cette 3e place, si ce n'est que ça fait joli au classement. Encore une fois, maintenant, plus que le classement, plus que la différence 3 ou 4e place, ce qui est important quand tu fais une saison positive, c'est de savoir
si tu arrives à enchaîner avec en faisant encore mieux la saison d'après avec de la continuité dans ton effectif, pas maintenant le classement en soi, je pense qu'on sait pas forcément, ça a pas forcément été un grand pincement au cœur de perdre cette troisième place pour autant. Ouais, totalement. Messieurs, je vous propose qu'on n'en dise pas forcément plus, sinon on va rentrer dans ce qu'on va faire la semaine prochaine dans notre épisode de débriefing de la saison. Donc voilà, ça conclut gentiment cette séquence. Je sais pas si vous aviez encore quelque chose à dire concernant ce match à Baden, messieurs. Non. Non. Très bien, alors on peut passer à la séquence suivante. La séquence suivante, c'est bien évidemment l'interview de notre invité du jour, Pascal Opliger. Alors Pascal, j'ai pris un peu l'habitude avec nos invités de faire déjà avant de poser la première question, une petite introduction qui permet de te resituer. Donc Pascal, toi tu es né le 1er avril 1980. Alors j'ai pas retrouvé où exactement tu es né. Tu es né à Neuchâtel ou tu es né dans un village aux alentours de Neuchâtel? Non, alors au Val de Rue, dans un Tu hôpital es originaire du Val-de-Rue, hein. Ouais, l'Andénier, voilà. j'ai pas retrouvé cette information. Dans ta Pas grave. longue carrière de footballeur, outre le maillot de Neuchâtel Xamax, qui est très largement le maillot que tu as le plus porté, tu as également joué pour Yverdon Sport, pour le FC Bienne, le FC La Chaux-de-Fonds, ainsi que à l'échelle régionale, le FC Colombier et Feu, le FC Serrières. Au niveau de Xamax, tu as disputé pas moins de 186 matchs répartis en 128 matchs de Super League, 11 en Challenge League, 22 matchs dans l'ancienne formule du tour de promotion-relégation que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas. 3 matchs du barrage sous la formule actuelle du barrage, 12 matchs en Coupe de Suisse, et puis, fait rare aussi, nos invités les plus récents n'ont pas forcément connu ces joies-là. Tu as aussi disputé 10 matchs de Coupe européenne sous le maillot d'Examax, essentiellement en Coupe UEFA, qualification de la Coupe UEFA, et puis aussi dans la Coupe Intertoto. En ce qui concerne les statistiques, alors en tant que joueur à vocation défensive, évidemment, tu n'as pas inscrit énormément de buts avec Neuchâtel Xamax, c'est 4 buts et puis 2 passes décisives. Tu as pris 33 cartons jaunes avec Xamax, qui est très peu, là aussi, pour un joueur à vocation défensive. Et puis avec Neuchâtel Xamax, tu as aussi pris 2 expulsions consécutives à 2 cartons jaunes dans le même match. Donc voilà aussi très très peu un joueur voilà extrêmement correct et fair play durant toute ta carrière. Alors justement, si on part dans les débuts de ta carrière, Pascal, à quel âge est-ce que tu as commencé à jouer au foot? Est-ce que tu as joué depuis tu étais tout petit ou c'est venu un peu plus tard? Alors non, j'ai commencé à 4 ans sans club, je dirais autour de la ferme de mes parents, au Val de Rue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à partir de 6 ans, par contre, j'ai commencé à jouer à Boudry. Mes parents ont déménagé à Boudry et c'est là que j'ai commencé le football avant d'aller à Xamax chez les jeunes. Donc à 6 ans, j'ai commencé en junior, on appelait ça à l'époque l'école de foot. Ouais. Voilà. Ah ouais, moi je l'ai faite aussi quelques années après, puisque pour une fois on a un invité qui est plus âgé que moi. Moi je suis le doyen de l'équipe de Xamcast. Je suis né en 83, donc j'ai connu aussi l'école de foot. Alors moi à l'époque de l'école de foot j'avais eu Zemaria comme joueur de la première équipe qui venait à l'école de foot. Toi tu avais aussi eu un joueur de l'effectif de l'époque qui venait ou bien c'était les entraîneurs juniors? Alors non, à Boudry, les souvenirs que j'ai, c'était C'était à des Boudry, ça. entraîneurs. Ouais, c'était à Boudry de 6 ans à 12 ans. Non, je me rappelle surtout d'avoir eu des papas copains comme entraîneurs. Ouais, ok. Question qu'on pose un peu à tout le monde. Est-ce que tu avais des idoles en tant qu'enfant et qui étaient-ce? Ah, les idoles, les premières idoles, je pense les premiers souvenirs, c'est aux alentours des 10 ans avec la Coupe du Monde en Italie. Et c'est après que j'ai commencé à aimer le football anglais avec des Gary Lineker et John Barnes, je dirais, pour l'Angleterre, et puis les fameux Hollandais, Oliver Van Basten, qui m'ont Ouais, un ça petit c'est peu, des sacrés joueurs, voilà, c'était un peu mes idoles de l'époque avec des posters. Je me souviens même d'un poster de Rudi Völler.
Ça, c'était ma génération, mes idoles. Ouais, effectivement. Moi, je suis un peu plus jeune. C'est des noms qui me parlent aussi. C'est aussi les premiers souvenirs, on va dire, du football international que j'ai assez clairement. C'était la Coupe du Monde en Italie. C'était une belle Coupe du Monde, même s'il y avait, ça avait pas été très prolifique en termes de buts, hein, en soi. Mais c'était des beaux souvenirs, effectivement. Ouais. Et lorsque tu étais junior, à quel poste tu jouais? Qu'est-ce que tu étais un peu connu? Parce que beaucoup de joueurs Non, alors ont un peu tout connu. non, alors moi j'ai tout de suite été, je dirais, placé au milieu de terrain, surtout avec les jeunes, là, dans un système, je crois, 3 défenseurs, demi, un attaquant, j'étais milieu. Et après, je suis, on va dire, resté toujours à cette position, même dans une équipe à 11. Donc, toujours au milieu et plutôt défensif, comme vous l'avez dit avant dans ma présentation, un milieu défensif plutôt récupérateur et qui donnait le ballon ensuite à des joueurs qui étaient bons techniquement pour faire les dernières passes, comme on va dire. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être pris des jaunes à cette position. Et puis, j'ai quand même fini comme beaucoup de joueurs en charnière centrale dans mes dernières années parce qu'on avait peut-être un peu moins de conditions pour réussir des matchs à 90 minutes au milieu de terrain. Donc, j'ai fini en tant que défenseur central. Ok. Donc tu l'as dit avant, après ton parcours junior au sein du FC Boudry, tu intègres Neuchâtel Xamax dans la filière junior, et puis tu suis ton développement jusqu'à intégrer le contingent de la première équipe. C'était lors de la saison 97-98. Alors on a pris aussi cette habitude de tester un peu la mémoire sur le premier match disputé sous les couleurs de Xamax. Alors toi, en l'occurrence, c'est ton premier match aussi disputé dans le monde du foot pro. Est-ce que tu te souviens de ce premier match, la date, l'adversaire, le score de ce match, ainsi que les 10 joueurs qui t'accompagnaient puisque tu étais titulaire lors de ce match? Bon, alors là, vous êtes mal tombé, hein. Vous êtes mal tombé parce que ce match, bon, il y a une petite erreur, c'est que je faisais pas partie du contingent cette saison-là. Ok. Mais c'est un match qui restera dans ma mémoire, car c'est un match Ah très oui, c'est le particulier. fameux match. Oui, c'est le fameux match où Exactement. Gilles Bergrès a aligné les juniors. C'est juste. Voilà. Maintenant que tu Il le avait, dis. ouais, donc c'est pour ça que c'est un souvenir, je sais tout de ce match. Donc il a pas reçu l'accord de l'ASF pour déplacer la date de ce Ouais. match pour pouvoir avoir un jour de congé de plus avant d'affronter l'Inter Milan. Donc il a envoyé les M21 avec on va dire trois joueurs qui jouaient peu en première équipe. C'était Alain Vernier. Il y avait Ouais. encore un Chanlot. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un Oui, moi je m'en Français, souviens, Philippe Chanlot, ouais. et d'un Edin Gazic, Ouais. voilà, un jeune qui était talentueux. Ensuite, le reste de l'équipe, voilà, c'était mes potes. Donc, au but, c'était Colomba, qui était encore le troisième gardien à l'époque. Ouais, jeune. qui a fait une belle carrière ensuite, hein, ouais. Des Fabrice Kernen, des Julien Stauffer, des C'est Roman ça. Friedli, voilà. Donc, le 11, je le sais très bien. Le score, on perd 2-0. Là aussi, je me souviens très bien parce que le 1-0, c'est Alexandre Ray qui l'a mis sur corner. J'étais au marquage avec lui. Tout Donc, à ça, c'est fait. aussi. Ton futur coéquipier par la suite. Exactement. Et puis, la date, c'était encore très bon souvenir parce que c'était la fête des vendanges. Donc, Ouais, on avait pu exact. revenir le samedi soir et puis on avait pu aller fêter ça, même si on avait perdu. Car pour nous, c'était une fête, en fait, de A à Z. C'est juste. Alors, je me suis pas douté de ça en préparant cet épisode, mais c'est effectivement, je trouvais étrange qu'il y ait qu'un seul match comme ça sur cette saison. Et puis, au moment où tu dis ça, ça m'a fait tilt. C'est vrai que ça avait fait. Alors moi, j'étais encore jeune à cette époque-là, mais ça avait fait grand bruit. Et puis, c'était du Gilbert Grèce, on va dire, tout craché en fait. C'était vraiment sa manière à lui de protester contre une décision. Alors, on précise que c'est pas du tout Servette ou c'était Servette qui s'était opposé ou c'était la Ligue, je me souviens plus. Non, c'était la Ligue qui avait C'était la pas Ligue, hein. voulu Ouais. rentrer en discussion. Voilà. C'est que. Mais il l'avait annoncé, il avait bien annoncé que s'il n'y avait pas le changement de date, il enverrait les jeunes, et puis c'est ce qu'il a fait. Après, le match, le souvenir que j'ai, c'est que Servette n'a pas forcément forcé, mais on a eu des situations de but, et puis c'était quand même un match disputé. Donc, voilà, on en garde un très bon souvenir. J'ai même une VHS qui est encore dans une armoire, mais je ne sais pas comment faire pour la remettre sur un CD ou une clé USB, voilà. Ouais, alors il existe encore des services qui assurent ça, mais faut pas trop tarder, ça commence à se raréfier. Ah, ok. Ouais. Du coup, donc,
Donc voilà, c'est vrai que finalement, c'était la première saison pro, c'était la suivante. Mais Mickaël, je te laisse passer à la question d'après. Ouais, en 98-99, tu fais 2 entrées. Comment est-ce que se passe cette deuxième saison que le club termine à la 5e place? Tu t'entraînes avec le groupe pro à ce moment-là? Alors, je dirais pour continuer les deux saisons qu'on suivit, donc 98-99 et celle d'après, c'était les premières saisons aussi comme entraîneur de Alain Guéguer, qui avait atterri à Xamax. Après, c'était sa première expérience en tant que coach. Et là, durant ces deux saisons-là, on était contingenté chez les jeunes, mais on faisait souvent l'ascenseur, que ce soit pour les entraînements en semaine, pour qu'il y ait le nombre que voulait Guéguer. Et on faisait souvent le voyage avec l'équipe le week-end. Ça dépendait s'il y avait des blessures ou des suspendus. Donc, on a fait énormément de matchs sur le banc, énormément de matchs à se chauffer. J'ai les souvenirs encore. C'était comme hier. On devait partir à l'échauffement à la 46e. Et on s'est chauffé jusqu'à la 90e, mais on rentrait pas. Mais c'est sur ces deux saisons-là, j'ai fait à chaque fois deux matchs, des fins de match. En 99, j'ai joué à Servette. Donc ça, on va dire que c'était mon premier souvenir. Une entrée à la 85e devant, je crois, il y avait 12 000 spectateurs. On gagnait 2-1 au Charmy. Donc, on rentre sur le terrain, on a les pieds qui tremblent et puis on fait 6 minutes, on sort de là avec 2-1. Donc, c'est des souvenirs qui restent parce que c'est son premier match, on gagne en plus. Voilà, donc sur ces deux saisons-là, j'ai fait 4 matchs comme ça, 4 apparitions et on était des jeunes, on va dire, on jonglait entre le 16e et le 22e homme du contingent de la première. Et voilà, sur ces deux saisons-là. Donc, pas contingenté avec la une. Mon premier contingentement a été saison 0 2000-2001. On y vient à cette saison 2000-2001 où tu commences à t'imposer comme titulaire alors que le club dispute le tour mythique à l'époque encore de promotion-relégation. Comment se passe cette saison pour toi? Ben, elle se passe bien parce que je dirais qu'à cette époque, le club ne vit pas ses meilleures années sur le plan financier. Donc, les budgets sont un petit peu ric-rac. Et c'est pour ça qu'ils font confiance à certains jeunes de la formation. Et j'en faisais partie. Et puis, j'ai réussi à m'imposer comme titulaire avec le coach, qui est toujours Alain Guéguer à cette période. Et c'est pour ça que je dis que c'est une belle saison pour moi, parce qu'un joueur, son premier objectif, c'est de jouer. Donc, jouer déjà à 20 ans, beaucoup de matchs. Donc, marquer aussi mon premier but, ça c'est aussi un souvenir le jour de mes 21 ans à Ville, sur un but qui a été nommé sur le Blick un Sonntagsschuss. Donc, ça, c'était une saison déjà presque pleine pour moi à 20 ans. Donc, j'étais top. Et c'est vrai que ce tour de promotion-relégation, il était pas évident à jouer parce qu'il y avait quand même une pression. On sortait d'un premier tour où on allait affronter les 4 meilleurs de la Ligue B, si on veut bien. Donc, c'était jamais des matchs faciles, mais on les a quand même toujours bien négociés, ces tours de promotion-relégation. Ouais, en 2001-2002, le club termine 10e et se sauve une nouvelle fois par ce tour de promotion-relégation. Comment tu l'as vécu cette saison où tu as également connu l'honneur de la sélection avec les M21 suisses? Ben, comme la saison précédente, on est un club où voilà, on a peut-être pas des contingents qui sont bâtis pour jouer le haut de classement de la Super League, la Liga à l'époque. Donc on fait ces tours de promotion-relégation, mais on s'en sort toujours bien. Moi, je joue toujours beaucoup. Et puis c'est vrai que à cette époque, la sélection des U21 est entraînée par Quebecoun en début de saison. Et à la suite de sa comment dire, nomination avec l'équipe suisse A, c'est Bernard Chaland qui reprend les M21. Et puis, on connaît tous les entraîneurs, ils vont voir beaucoup de matchs, mais vu que sa région à Bernard Chaland, c'était le canton de Neuchâtel, il venait souvent voir Xamax. Il voyait un jeune qui jouait beaucoup, et puis il m'a sélectionné dans cette équipe pour jouer au milieu de terrain. Et puis, c'était une chance parce que il y a eu quelques mois plus tard l'Euro organisé en Suisse, l'Euro 2002, avec les 8 équipes meilleures classées européennes. Et puis là, j'ai pu faire quelques apparitions. J'ai pu faire ce tournoi. J'ai été sélectionné dans les 22.
Et puis voilà, c'est un énorme souvenir de faire partie de cette équipe qui a été nommée à l'époque les Titans. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été Oui, je Bien m'en sûr. souviens maintenant vraiment que tu le dis, une ouais. grande popularité suisse. Puis après, après, il y a eu d'autres sélections plus tard avec des grands résultats faits par les équipes qui sont venues après. Mais c'est vrai que cette sélection, elle est toujours bien porter le maillot de l'équipe suisse, même si ça n'a jamais été l'équipe A. Mais voilà, de grands souvenirs de cette saison. Ouais. Tu as disputé du coup l'Euro 2002 avec la sélection des moins de 21 et Bernard Chaland. Oui, C'était quoi? Parce que sauf erreur de ma part, vous perdez contre la France d'un certain Raymond Domenech en demi-finale. exact. Je pensais pas que j'allais citer une fois ce nom dans Xamcast. Euh, Tout arrive, tout arrive. J'avais vu quelques images à l'époque, mais ça avait l'air d'être extraordinaire l'engouement en Suisse pour cet Euro. Hein. Il y avait une Bah équipe qui avait, je alors, crois, tu avais certains futurs joueurs de l'équipe A avec toi. Hein. il y avait des grands noms. Chez nous, les grands noms, ça a été Ludovic Magnin, Alexander Frey, qui était notre attaquant, Richting en défense. Voilà, c'est les trois noms qui ont fait une belle carrière avec Ricardo Cabanas, qui était notre capitaine. Lui, c'était un peu plus court par la suite. Et on a affronté Portugal, l'Angleterre, la France, l'Italie, avec des noms aussi qu'on fait carrière. Hein. Pirlo qui jouait à Bâle contre la Suisse, et on connaît sa carrière après. Peter Crouch avec l'Angleterre, qui était déjà grand. Donc, c'est tous des noms. Nous, à cette époque, on ne se rendait pas compte. On a joué aussi à Bâle et à Getse ou Artum. C'était des stades qui étaient pleins. Et puis, on a fait un beau parcours parce qu'on s'est qualifié pour l'ennemi en perdant contre la France. Mais la France, c'était une équipe qui était armée pour être championne. Mais ils ont perdu au penalty contre les Tchèques d'un certain gardien, Petr Cech et de Rosicky. Donc, c'était top de vivre ça. C'était merveilleux. Que des inconnus au bataillon, en résumé. Hein. Ah ouais, mais pour les connaisseurs, je pense que ça fait tilt quand même. Ouais, franchement, là, il y a eu, ça nous a rappelé un peu l'adolescence, là, à Mika et à moi, c'est cool, quoi. Ouais, l'adolescence, tu parles, et moi, j'étais déjà adulte. Ouais, bah, tu vois, c'est fou. Ouais, ensuite, pour toi est venue la saison 2002-2003, la dernière saison du format Ligue nationale A. C'est avant de passer, avant de créer la Super League. Et quel souvenir tu gardes de cette saison? Écoute, un très bon souvenir malgré la fin. C'est-à-dire qu'on a eu à cette période-là, c'était Claude Riff, notre coach, qui avait succédé à Guéguerre après 4 ans. Il avait vu au moins un latéral, donc j'ai aussi beaucoup joué, mais je jouais latéral droit. Moi, ça m'a pas déplu, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, le but, c'était de jouer. J'ai quand même joué passablement cette saison. On termine sixième, correct. On est qualifié pour la Coupe de l'UEFA pour l'année d'après, parce qu'en fait, on se qualifie pour la finale de la Coupe suisse. Et c'est là où elle se termine mal, c'est que on prend 6-0 à Bâle contre le grand FC Bâle de l'époque. Donc voilà, on a envie de bien faire une finale, on a envie de la gagner. Et puis c'est vrai que là, on avait reçu une grosse claque. Donc c'était ça le petit bémol de cette saison-là, mais c'est un grand souvenir de pouvoir participer à ce genre de match. Pour la première saison de l'histoire de la Super League en 2003-2004, Xamax termine la saison 9e et se sauve lors d'un barrage mémorable contre Vaduz, qui est l'un des derniers matchs de l'ancienne Maladière. Quel souvenir en gardes-tu de cette saison? Ouais, c'est encore presque mieux qu'une finale de Coupe suisse perdue, parce que là, on jouait notre Vatou, on jouait à notre maintien. On a dû passer par ce barrage, c'était le premier. C'était le premier barrage mis en place. On gagne, je dirais facilement à la Maladière, le dernier match à la Maladière. On a pu garder un petit bout de gazon ensuite. On gagne 2-0 facilement, on loupe un penalty en plus, donc il aurait pu avoir 3-0. Et on se déplace 3 jours plus tard à Vaduz, où là, après 22 minutes, il y a 2-0 pour Vaduz. Donc c'est encore la règle du but à l'extérieur. Et là, même si on était une Super League et qu'on pensait s'en sortir facilement, on a commencé à trembler. Et un but de Mfouti à la 65e, plus ou moins, nous rassure et puis nous permet de perdre 2-1. On n'a même pas gagné à Vaduz, on perd 2-1. Mais on est qualifié, donc on est maintenu. Et le voyage du retour, il est
il est en moi exceptionnel parce que c'est vraiment ces fêtes où on demande en plus au chauffeur de pouvoir ouvrir les fenêtres pour pouvoir fumer le cigare, boire des bières, s'arrêter 3 fois sur le trajet pour remplir voilà les boissons qu'il n'y avait plus. Et puis en ressortant ensuite à Neuchâtel, on voit presque un jour sur deux qui tombait parce qu'on était tous cuits. Mais donc voilà, une saison qui se termine exceptionnellement avec des joueurs à l'époque, un Eric Asli qui était fantastique, un attaquant français qui avait pris le micro en plus depuis Vaduz, il y a à peu près 4h15 de Carme. Il avait chanté tout le long. Puis en fait, moi, je garde ce souvenir que de ce voyage retour, dû à ce maintien. Et puis sur la saison, voilà, des souvenirs d'avoir également encore beaucoup joué. Donc pour moi, une saison encore remplie. C'est une des rares fois où on peut fêter une défaite. Exactement. Mais voilà, tout se fait quand on est maintenu et puis Eh on oui. oublie beaucoup de choses après. Voilà. C'est vrai que ce barrage, il a été un peu éclipsé par le barrage plusieurs années plus tard, miraculeux à Haro, dont on a déjà plusieurs fois parlé, mais c'est vrai que c'était une tournure au 2-0 de Vaduz. Tout le monde s'est dit, oh là là. Moi, je me souviens, j'étais derrière ma télé et puis on pensait que vous alliez vous écrouler et puis que c'était fini, puisqu'à ce moment-là, il faut le rappeler, ça arrivera quelques années plus tard, mais à ce moment-là, Xamax n'avait jamais été relégué de son histoire. Hein. Il y avait toujours eu une ascension du club jusqu'à atteindre la Liga et puis la Super League dans cette saison-là. Donc voilà, ce but de Mfouti, il valait plus que de l'or. Hein. Alors, plus que de l'or, ouais. Donc, et comme vous l'avez dit, hein, on a fêté une défaite. Mais je sais pas, c'est comme ça, et puis tant mieux. Tant mieux. Est-ce que tu as un souvenir un petit peu croustillant qui reste de ce trajet en bus? Quelque chose qui t'a marqué plus que le reste dans ce trajet de Moi, retour, qui avait l'air particulier quand même. il était top, mais un souvenir, je l'ai dit, Eric Asli Ouais. au micro, et une musique de l'époque, c'était, je sais plus le nom, Ozone. Ozone, c'était une musique Oui, voilà, donc on l'a ouais, mis tout le c'était long. Dragosta Intei, ouais, la musique Voilà. groupe. Le souvenir que j'ai, c'était cette chanson où à la fin, toute l'équipe la chantait, on va dire, on la savait par cœur. Donc voilà, un souvenir de fête, en fait, tout le long avec, comme je l'ai dit, comme si on était dans une boîte de nuit, mais on était dans un car, puis on arrivait, on avait laissé les voitures à Neuchâtel, non, à l'hôtel Ibis, et ces souvenirs des joueurs, tous, ouais, pas tous, mais la plupart, on était, voilà, au bout du fart. Mais voilà, un voyage qui restera à jamais ancré en moi. Dans l'enchaînement de cette saison du barrage, la saison 2004-2005, le club termine à la 6e place avec plusieurs changements d'entraîneur au cours de la saison. Comment tu l'as vu cette saison? Bon, alors, les souvenirs de cette saison, je dirais oui, on a commencé avec un entraîneur français, Lobello. Il y avait des résultats mi-figue, mi-raisin. Ils avaient décidé de se séparer du coach et ils avaient repris Alain Geiger, qui était voilà, nouveau libre. Donc, c'était le deuxième retour d'Alain Geiger. Mais pour une saison voilà, on a fait les résultats sur le terrain. Moi, j'ai le souvenir que je jouais encore régulièrement. Et puis, voilà, sans plus, ouais, peut-être c'était à cette saison, si je me trompe pas, on avait fait l'ouverture du Vangdorf. On avait fait un grand match là-bas, c'était le nouveau terrain, ils avaient reconstruit et on a fait un gros match. Donc ça, c'est un bon souvenir que j'ai de cette saison, si je me trompe pas dans les dates, mais voilà, le IB Xamax à Berne. Donc voilà, mais sur le reste, plus trop de souvenirs. Chez Geiger, il a continué ensuite la saison d'après, et c'est cette fameuse saison où, voilà, ça c'est très marqué. Saison 05-06, où on coule. On coule, et durant cette saison, ouais, c'est Geiger qui est remercié. Là, par contre, on a découvert un entraîneur de légende. Je dirais sur le papier, après, en tant qu'homme, et je suis pas sûr que c'était le bon le bon entraîneur à prendre pour une opération maintien. C'était Blažević. Tu parles de Blažević, Miroslav Ouais, Blažević, hein, bien entendu. ouais. Alors les grands fans auront compris de qui tu parlais.
C'est vrai que voilà, c'est pas tout le temps que Xamax aura eu l'occasion d'avoir un entraîneur qui a emmené une sélection en demi-finale de Coupe du Monde. Et c'est vrai que Miro Blažević, c'était une personnalité très polarisante, hein, quand même dans le milieu du foot. Oui, oui, puis je pense, pour moi, hein, on l'a côtoyé, c'était une personne incroyable, on a vécu des grands moments, de pouvoir aussi être à côté d'une personne avec une expérience, puis un bagage comme ça, mais je suis pas sûr pour le championnat suisse, voilà, pour sauver un club, on avait besoin d'une personnalité comme ça. Je peux pas dire Qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas l'homme de la situation pour ouais, c'est des souvenirs de détails de matchs, il changeait des joueurs, il y avait aussi trois, quatre joueurs qui étaient venus, c'était voilà des joueurs un peu de son, alors, je sais pas s'il connaissait certains agents, mais c'était des joueurs plus du côté du pays de l'Est qui étaient venus. Ils étaient pas mauvais, mais je suis pas sûr qu'ils étaient concernés par un maintien. Ben, ça max a coulé, ces joueurs sont pas restés. Ouais, il y a eu un tout sur cette saison où ben, on joue Sion barrage. On fait un score de 0-0 à Sion avec une équipe qui était sur le terrain assez neuchâteloise. Et puis sur le match retour, 3 jours après, voilà, il y avait 2, 3 jours sur le terrain que moi, en tant que coach, aujourd'hui, j'aurais pas mis. Et puis, et puis voilà, on perd 3-0 à la Charrière parce qu'on joue à chaque fois en plus à l'époque. ouais. Voilà, mais c'est plus facile après de trouver des excuses ou trouver peut-être des failles que sur le moment présent. Mais voilà, c'était pour parler de ce grand coach. Hein. Je parle bien d'un grand Mhm. coach, mais je pense que le timing qui vient d'entraîner était pas le bon. Mais ça, c'est personnel. Hein. Voilà. Oui, puis c'est une saison aussi où toi personnellement, alors que tu étais en pleine progression, ton temps de jeu a pour la première fois diminué d'une saison à l'autre. Comment tu l'as vécu? Bon, après, on le vit toujours chacun à sa manière. C'est vrai que si le temps de jeu diminue, on se pose des questions. Est-ce que on est moins bon? Est-ce que d'autres joueurs sont meilleurs? Est-ce que c'est logique? Parce qu'après, des fois, c'est peut-être logique. Hein. On a peut-être atteint comment dire, un seuil. Peut-être d'autres joueurs sont meilleurs, donc ils jouent. C'est aussi des logiques, etc. Mais moi, sur cette saison-là, j'ai pas trop le souvenir d'avoir un regret d'avoir moins joué. C'est plus le regret d'avoir été dans l'équipe qui a coulé, même si le temps de jeu était amoindri. Voilà, mais ouais, je me souviens de la fin du match, on était resté en plus sur le banc avec 3, 4 Samaxiens. C'est vrai que les joueurs des cités avant, ils étaient déjà douchés, partis presque. Mais on était, voilà, démunis et très triste de faire partie, en fait, voilà, de l'équipe reléguée. En plus de ça, c'est à l'époque, je crois que c'est une première relégation après 35 ans de permanence en première division, si je dis pas de bêtises. Et tu rajoutes à ça, en plus, la déception de descendre sur un barrage contre le FC Sion. C'était pas nécessairement, ou ça a même pas joué, le nom de l'adversaire a même pas joué dans la déception. Non, l'adversaire, non, même si c'est, voilà, un adversaire peut-être de Romandie, mais je pense ils avaient vraiment faim, peut-être encore plus que nous, parce que c'était une équipe qui venait du bas. Ils étaient armés quand même pour jouer le haut. C'était une équipe de Liga qui joue en Ligue B, donc c'était pas le petit, je dirais, Vaduz d'il y a 2 ans auparavant. C'était une équipe qui était vraiment forte. Mais voilà, on a sur le terrain, je dirais, ils ont été meilleurs, ils ont mérité leur maintien et nous la descente. Oui, et donc la saison d'après, tu la commences à Neuchâtel en Challenge League avant d'être prêté en janvier à Yverdon pour obtenir du temps de jeu. Ce prêt, il s'est passé comment? Bah, le prêt, je dirais, la saison d'après, elle est particulière parce que on est jeune. Moi, j'ai 26 ans. Je reçois en plus une offre de Thun pour rester en Super League que j'accepte. Voilà. Mais entre-temps, Xamax me fait une proposition, je dirais, identique à Thun pour jouer en Ligue B. Je me dis, après voilà, là, avec un regret aujourd'hui, j'aurais dû accepter Thun. Mais j'ai voulu rester, je dirais, la voie facile, proche de chez moi. Je venais d'avoir une fille d'une année. Je changeais pas trop
ma zone de confort. Et puis je me dis pourquoi pas remonter avec ce club mythique en Liga. Donc je reste, je signe, je reste. Et là, je joue, on va dire 50% des matchs en Challenge League. On se classe, on va dire, on est dans le haut de classement, même si c'est pas très facile pour nous. On a des adversaires avec Triens et je sais plus la dernière équipe qui nous causait des problèmes. Voilà, c'est pas tout facile. Puis c'est vrai qu'à Noël, là, on me contacte début janvier pour me dire, bon, ils ont été, on va dire, corrects. Ils m'ont proposé de rester à Xamax, sachant que j'allais encore moins jouer. Donc là, ils avaient l'idée en tête d'aller chercher un ou deux joueurs dans ma position. Et puis, bah voilà, moi, j'ai senti le vent tourner. Et puis, moi qui ai toujours aimé jouer, ça m'a pas dérangé d'être prêté parce qu'ils avaient déjà la solution pour moi d'être prêté à Yverdon. Mais quand je dis qu'ils ont été corrects, c'est ils m'ont demandé si je voulais quand même rester, peu jouer, mais être peut-être, faire partie du groupe qui allait inaugurer la nouvelle Maladière. Et puis moi, j'ai dit non, non, je préfère jouer à Yverdon que d'être tout d'un coup même dans les tribunes, hein, lors du premier match. Donc, je suis parti à Yverdon. Alors oui, un peu déçu, mais voilà, moi je suis d'une nature à vite oublier des choses et à passer à autre chose. Donc je suis parti à Verdun 6 mois, où ça s'est très bien passé. Le prêt, j'ai joué là-bas, j'ai fait partie d'une équipe aussi top. On jouait quand même, on gagnait plus souvent qu'on perdait. J'ai rencontré aussi des bonnes personnes là-bas et puis voilà, l'idée du prêt était embêtante, mais à la fin, je ne regrette pas. Tu dis que tu regrettes pas, mais quand même, il y a un événement qui se passe quelques semaines après ton départ, c'est l'inauguration de la nouvelle Maladière. Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir vécu comme joueur de Neuchâtel Xamax? Non, 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 je veux pas dire que je la regrette aujourd'hui. Je la regrette pas parce que je préfère. En fait, moi, c'était un peu qu'un côté matériel, ça. Je préférais jouer puis continuer de jouer que tout d'un coup rester 6 mois à Neuchâtel, peut jouer et puis tout d'un coup après plus rien trouver comme club. Donc oui, j'ai vu des images. Après, c'est vrai qu'en tant que Saint-Maxien, on me surnommait presque le dinosaure à l'époque. Mais c'est comme ça, c'est le foot. L'entraîneur de l'époque, Castella, a misé sur d'autres joueurs. Et puis, voilà, le club c'est quand même, a été promu en fin de saison. Donc, pas de regret. Si on commence à avoir des regrets dans ce monde-là, je pense qu'on fait pas beaucoup d'avance. En 2007-2008, tu quittes définitivement Neuchâtel Xamax en fin de mercato pour rejoindre le FC La Chaux-de-Fonds. Tu retrouves donc le stade de la Charrière. Comment se passe cette première saison au FCC? Alors, c'est la première saison et la seule saison que je fais là-haut. C'est vrai, ouais. Elle se passe pas top au début parce que avec Samax, ça se passe pas trop bien vu que j'ai encore un contrat, mais il ne souhaite plus de moi. Et moi, je me dis que, OK, contrat, donc on essaie de trouver un terrain d'entente. Ça a de la peine à trouver. Donc, je fais 1 ou 2 mois en tant que joueur avec la réserve. Et c'est que en septembre que je rejoins le Chaux-de-Fonds. On a réussi à trouver un terrain d'entente et puis je suis définitivement transféré à Chaux-de-Fonds en Ligue B. Et par contre, là, je vis ma plus belle saison du football. c'est, c'est incroyable parce que je rencontre. En fait, le vestiaire était top là-haut. On était en Ligue B, milieu de classement, mais voilà, des vrais copains dans le monde du semi-pro en Ligue B, mais ça aide à vivre une saison de fou. Voilà, c'est le souvenir que j'ai de Chaux-de-Fonds, donc c'était une saison pour moi incroyable. Tu disputes ensuite 3 saisons du côté d'Yverdon en Challenge League. Tu repasses par Yverdon. Comment se passe cette deuxième expérience à l'autre bout du lac? Bah, très bien, parce que c'est vrai que les 6 mois de l'année d'avant où j'avais été prêté m'ont fait découvrir des gens incroyables, un club top en Ligue B, un président de l'époque top, très spécial, mais top, un Pierre-André Cornu, un vrai président de foot. Et puis c'est pour ça que je suis retourné là-bas. On a réussi à trouver un terrain d'entente, une prolongation, 3 ans en Ligue B, semi-pro. Et puis, c'était aussi top parce que j'ai pu commencer à travailler à côté. Donc, quand je dis semi-pro, j'ai commencé à travailler à côté dans le monde de la finance. Donc, c'était aussi un bon relais, un bon passage. J'ai commencé à avoir plus ou moins 27-28 ans. Je préparais déjà peut-être l'avenir. Donc, ouais, 3 belles saisons avec des résultats très positifs. On était toujours, je dirais, dans les 4-5 premiers de Challenge League.
des bons matchs de coupe, j'ai mis des buts, voilà, je me plaisais à jouer dans ce club. Donc une expérience aujourd'hui qui était enrichissante. En 2011-2012, tu t'en vas du côté de Bienne, où tu te blesses sérieusement à la main en deuxième partie de saison. Comment se passe cette saison avec plusieurs Neuchâtelois comme toi dans l'effectif et avec un coach également très connu du côté de Neuchâtel? Voilà, alors c'est une saison peut-être de trop pour moi à cause des blessures un peu fortuites, hein. C'est vrai que c'est ma plus grosse blessure de ma carrière. En fait, c'est une main. C'est un peu paradoxal. Je me suis cassé 3 os dans une main sur un contact et je suis mal retombé. Et pendant 3 mois, j'ai pas pu faire de foot et ensuite je devais éviter les chocs. Donc c'est une saison un peu presque blanche au deuxième tour. Mais c'est vrai que je voulais peut-être arrêter avant cette saison, mais sachant que Philippe Perret était venu me chercher, donc un grand coach et un grand nom du côté d'Aix-en-Max. Et c'est vrai que l'effectif était plaisant car beaucoup de copains dans cette équipe qui venaient de Neuchâtel. Donc un peu à l'instar de Chaux-de-Fonds, une saison aussi qui s'est très bien passée en dehors du terrain, même si sur le terrain on était quand même bon parce qu'on a réussi à maintenir bien dans cette fameuse ligue de Challenge League qui passait à 10. Donc on était 16 équipes et on devait en laisser 6 derrière. On l'a fait même facilement. Et on a vécu aussi de la Coupe Suisse qui était très intéressante où on a battu Bâle, on a battu Servette. C'était intéressant, une très belle saison du côté de Bienne, ouais, également. Ouais. D'ailleurs, c'est jamais évident hein, quand il y a ces grosses réductions d'équipes dans une ligue et que t'as un changement aussi drastique de formule de championnat, c'est pas ça, Voilà. ça doit Bah, pas être simple. tu dois te batailler, tu dois te Ouais, batailler à chaque match. C'est même pas que tu peux poser un jeu, c'est que chaque équipe va venir pour pas perdre ou pour juste réussir peut-être des hold-up. Donc chaque match n'était pas évident, ouais, je me souviens. Mais voilà, à la fin, c'était une saison réussie. juste parce que personnellement, j'ai l'impression que oui, ça a peut-être amené de la professionnalisation, cette réduction de la Challenge League à 10. Et en même temps, j'ai l'impression que pour la montée, il y avait beaucoup plus de suspense à 16. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, mon avis, c'est que, oh, alors, oui, on peut professionnaliser en passant à des Super League, des Challenge League à 10 à l'époque, mais c'était seulement, je dirais, 3, 4 équipes. C'était 3, 4 équipes qui se donnaient les moyens de pouvoir monter. Et c'est vrai qu'à 16, les 3, 4 équipes, on les avait aussi, pour moi. Donc, je pense qu'il y a une notion après aussi, peut-être financière, de la télévision ou des contrats, on ne sait pas tout, mais je pense qu'au niveau football, on a perdu quand même voilà, du vrai foot, des matchs aussi particuliers pour même une grosse équipe qui voulait monter, d'aller jouer dans peut-être des terrains un peu bucoliques. Mais voilà, moi je pense qu'on aurait pu continuer à 16 parce que moi je suis un adepte de ces championnats où on peut garder toutes les équipes. On voit dans tous les grands championnats, hein, de toute façon, c'est toujours les 4-5. Les premiers, c'est toujours les mêmes. Et les derniers, c'est toujours les mêmes, mais ils arrivent à faire des championnats à 20 ou à 18. Ouais. Oui, puis au-delà de la Formule A16, qui est forcément un peu plus intéressante qu'un championnat à 10 répétitif, on a quand même aussi l'impression qu'à vouloir professionnaliser cette Challenge League, on l'a rendu, on va dire, un peu difficilement accessible parce que on a beaucoup de noms qu'on voyait en Challenge League qui sont maintenant en Promotion League ou en Première League et pour ce genre d'équipe maintenant c'est difficile de monter. On a vu des années, pas plus tard que l'année passée où tout le monde n'a pas tout le monde arrive à avoir la licence et ça donne un cinquième qui doit jouer qui peut potentiellement monter. C'est compliqué aussi maintenant à cause l'obtention de la licence est devenue compliquée en voulant professionnaliser cette Challenge League et c'est sûr qu'on y perd un peu, on y perd un peu au niveau du foot. On perd surtout des équipes, hein, comme tu l'as dit, mais à travers les équipes, tu perds, je sais pas moi, on compte 6 équipes, 6 fois 20 joueurs, 120. Il y a beaucoup de places qui manquent pour tous les mêmes jeunes qu'il y avait à l'époque. Ouais. Donc, des très bons jeunes, ils peuvent même plus jouer dans ces ligues-là parce qu'il n'y a plus les équipes pour. Tandis qu'avant, ils pouvaient quand même, même un joueur qui était bon, il jouait dans une équipe qui était peut-être reléguée, mais il avait pu faire au moins ces 30 matchs, être visible pour aller plus haut après. Donc, c'est aussi un manque pour le joueur en lui-même. Mais en plus, tu avais du suspense. C'est-à-dire, c'est Challenge League à 16, même au-delà de la progression individuelle des joueurs. Je me rappelle de saisons où tu avais du suspense en haut comme en bas, que ce soit pour le 14, 15, 16.
Et j'étais allé regarder il y a pas longtemps, il y a très très peu de saisons dans ces années 2000 où t'as pas minimum les deux équipes de tête qui se tapent jusqu'à jusqu'à la dernière minute pour la montée directe, pour au final peut-être s'écrouler en barrage. Et puis le summum de ça, c'est la saison 2010-2011 avec le quatuor Lugano Vaduz, Lausanne et Servette, hein. Où tu l'as vécu aussi comme joueur, je pense, dans le même championnat. C'était franchement aujourd'hui avec ce dernier qui est relégué direct et puis comme tu l'as dit, hein, Michael, l'accès aussi depuis en bas, depuis la Promotion League qui est toujours plus compliqué en matière de licence, on n'est pas sûr que à la longue c'est tant apporté que ça finalement cette réforme. Tu disputes ta dernière année en pro avec le FC Serrières en 12-13 dans ce qui sera la dernière du club avant sa fusion avec Neuchâtel Xamax 1912. Comment tu vis cette saison chez le voisin? Alors, c'est une saison pour moi de fin de carrière, hein. C'était pas en tant que pro. Euh, C'était une saison, j'avais envie de commencer mes papiers d'entraîneur. Donc, on a réussi à trouver un terrain d'entente avec le président de l'époque, Horaire, où j'intégrais la première équipe, donc en première ligue comme joueur, mais il mettait quand même à disposition une équipe on appelait ça à l'époque des inter-A, pour pouvoir faire valider mes premiers diplômes d'entraîneur. Donc, j'avais déjà à disposition une équipe. Et c'est vrai que c'était une belle saison parce que j'entraînais 3 fois par semaine les jeunes, puis je m'entraînais 3 fois aussi avec la première équipe. C'était juste, ma femme n'était pas trop contente cette saison-là parce que j'étais jamais à la maison tous les soirs. Et puis, on a vécu une belle saison et on l'a su qu'à la fin, que le Serrières allait disparaître. Et puis, moi, j'en garde un souvenir un petit peu rageant parce que au mois de mars ou avril, le président Rorer, il m'avait demandé de reprendre l'équipe en tant que coach parce que le coach de l'époque, Charles Whittle, aussi un ancien de la maison, arrêtait d'entraîner Serrières. Il se consacrait à son travail dans le privé. Et puis Rorer m'avait gentiment demandé si j'acceptais d'entraîner en première ligue pour ma deuxième saison d'entraîneur. Puis moi, j'étais dit, OK, ça, c'est des opportunités à saisir en tant que jeune entraîneur. Et puis donc, je sais pas, 3-4 semaines après, voilà, le club fusionnait avec Xamax parce que Xamax n'avait pas envie de prendre trop de risques de ne pas être promu, même s'ils l'ont eu sur quand même le terrain. Ils ont fait cette fusion, si j'ai bien compris, c'était pour assurer le coup, pour avoir une équipe quand même en première ligue. Mais c'est vrai que Serrières, voilà, a disparu. Mais un très bon club aussi. J'ai pu en faire partie qu'une saison, mais c'est un club qui méritait d'être connu et qui a fait aussi de très belles années en première ligue avec des Mais finales, totalement, hein. etc. Moi, j'ai grandi, j'ai tout fait toutes mes écoles au collège de Serrières, donc je me sens neuchâtelois évidemment, mais surtout serriérois. Je dois dire que j'avais été assez attristé quand même de cette nouvelle de la fusion, parce que on avait très rapidement compris que le FC Serrières allait être mangé, hein, par Xamax. El Alaoui avait été le seul joueur gardé de l'effectif de Serrières. Au niveau du nom, il y a ce S qui est toujours dans le nom du club actuellement, qui fait un peu alibi, mais c'était plus, enfin, Serrières s'est fait phagocyter, c'était pas une fusion, hein, on est d'accord, Pascal. Non, non, c'était une fusion déguisée. Mais Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait rien de Serrières de ce nouveau non, club, finalement, hein, donc, non, non. moi, enfin, j'ai vu plusieurs matchs. Je veux pas dire que j'étais régulier du côté du stade vers Philippe Maurice, mais je venais quand même régulièrement voir. Et puis c'est vrai que c'était un club de quartier qui performait très bien. Il y avait plusieurs saisons dans ce qui était la première ligue classique avec des finales jouées. Enfin, ça marchait bien, quoi. C'était un club de quartier hyper populaire et hyper performant. Et voilà, il y avait la place, et il y aurait encore, à mon avis, la place maintenant d'avoir un club comme ça Oui, dans oui, la ville de Neuchâtel, mais voilà, le destin en a voulu autrement. Oui, ce exactement. serait génial, un club de la ville de Neuchâtel qui fait régulièrement de la première ligue, ce serait intéressant. Mais donc voilà, à l'issue de ta carrière, tu deviens entraîneur. T'as pu expliquer que finalement tu préparais cette conversion déjà lors de ta dernière saison à Serrières. Donc c'était un choix naturel pour toi. Tu avais déjà en tête depuis un bon moment d'être entraîneur. Oui, alors je dirais que le football,
comme beaucoup, c'est une passion depuis tout petit. Moi, j'ai eu la chance de vivre de cette passion. Et puis, pour rester dans cette passion, bah, c'était assez clair que j'allais jamais être un dirigeant ou un agent de joueur, etc. C'est que je me voyais vraiment comme entraîneur. Donc, c'était, oui, une logique de tenter le coup à, à suivre cette filière-là. Oui, un choix Mmh. naturel, ouais, comme tu l'as dit. OK et du coup, raconte-nous tes 4 années d'entraîneur, du FC Colombier qui jouait encore en 2e Ligue Inter à ce moment-là, ça paraît un peu lointain maintenant? Ouais, c'est lointain, mais en même temps, c'est assez proche parce que c'est mes débuts en tant qu'entraîneur principal d'une équipe, je dirais, d'adultes, même s'il y avait des jeunes joueurs. Serré, voilà, ça n'avait pas joué, je l'ai dit tout à l'heure, pour les différentes raisons. Et j'ai eu la chance de rebondir à Colombier, où ils cherchaient un entraîneur. Et puis, j'ai pu faire 4 années là, top. Moi, maintenant, avec du recul, c'est vrai que si peut-être que 2 ans et ensuite enchaîner avec une équipe plus haut au niveau des degrés, ça aurait été intéressant. Mais les postes sont rares et les équipes aussi. Donc, j'ai fait 4 ans à Colombier avec, je dirais, de bons joueurs, de bons jeunes joueurs qui ont pu progresser et qu'ensuite on fait part de l'ossature de Colombier. J'ai rencontré aussi des très bonnes personnes et un top club bien organisé, bien structuré et puis dirigé par de bonnes personnes. Ouais, tu ensuite 2 années à Port-Alban que tu reprends en octobre avec une descente en Première Ligue et à la fin et une 2e année en 2e Ligue Inter. Ça cette expérience-là, cette nouvelle expérience, dans un autre club, en tant que coach, elle se passe comment? Elle se passe bien, c'est la logique. Après 4 ans en Colombie, je fais une pause parce que c'était la fin d'un cycle aussi. J'ai décidé d'arrêter. J'ai pas de club tout de suite pour reprendre la saison au mois de juillet. Et en octobre, Portalban se sépare de son coach et me contacte. Et moi, c'était aussi une première expérience en Première Ligue. Donc, je rebondis tout de suite à Portalban. Malheureusement, on descend en fin de saison et je décide quand même de rester à Portalban parce que il y avait un projet de faire jouer beaucoup de jeunes et de remonter direct. Donc, je fais ma 2e saison à Portalban, qui est aussi un top club, des clubs familiaux où je garde de bons souvenirs et de bons contacts là-bas. Donc oui, intéressant et surtout je sortais aussi du canton de Neuchâtel, un petit peu connaître un autre football que le nôtre. OK et en 2019, tu reviens à Neuchâtel pour être, en tant qu'assistant de Joël Magnin, puis ensuite de Stéphane Anchaud lorsque Joël Magnin a été licencié. Tu en gardes quoi de cette expérience? Bah, c'est des expériences top à vivre. Hein. Tu reviens dans le monde pro. Je reçois une proposition de Xamax par le biais de Joël Magnin qui désire travailler avec moi comme son assistant. Donc on réfléchit pas 2 secondes, on dit oui tout de suite. En plus dans son club de cœur, en Super League grâce à, vous l'avez dit tout à l'heure, un barrage mythique à Haro qui me permet à moi, comme Axamax, d'évoluer en Super League. Parce que moi, j'avais également signé un contrat si on était en Challenge League. Donc, de vivre la Super League, c'était merveilleux. Après, voilà, on sait tous, c'était une expérience qui s'est mal terminée au niveau sportif. Joël Magnin a été remercié. Moi, je suis resté dans le staff avec Stéphane Anchaud qui a pris la suite, mais on a été relégué en Ligue B dû à voilà, cette mauvaise saison sur le plan sportif. On a aussi vécu, je dirais, le Covid en plein fouet, comme tout le monde, hein, c'est pas que nous, mais c'était particulier aussi pour une première expérience de devoir coacher avec ce Covid, reprise avec des entraînements à 4, on dirait, étalé sur toute la journée pour respecter les normes. Donc voilà, je garde plein de souvenirs, pas forcément tous positifs, mais c'était surtout une première expérience à ce niveau-là et en tant qu'assistant. Et ça, c'est aussi important à faire, de vivre tous les postes, surtout le jour où nous, on sera numéro 1 et on devra peut-être avoir des assistants ou choisir des assistants ou qu'est-ce qu'on pourrait leur demander. Il faut passer par ces postes-là pour leur vécu. Ouais, ce choix de la part de Joël Magnin de venir te chercher. Alors, on sait que Joël Magnin, il est originaire de Boudry, hein.
bah, il est plus âgé que toi, donc vous n'êtes pas connu dans le monde des juniors. Ensuite, vous vous êtes croisés sur les terrains de Super League, notamment dans les années où lui, il évoluait du côté de Getse, puis après de Lugano, si je me trompe pas. Il a Ouais, et évolué de aussi. IB à la Et fin. IB, hein, ouais, il a joué aussi à IB après sur la fin de sa carrière. Mais vous vous connaissiez personnellement? Alors, on se connaissait pas personnellement, non. Non. C'était une connaissance du football, un respect entre nous deux, mais c'était pas copain. Bon, tu l'as dit, il y avait l'âge aussi il y avait une petite différence, mais on s'est jamais connu à Boudry dans nos jeunesse. Non. C'était une connaissance footballistique. Et puis voilà, donc c'était une bonne relation. On a vécu quelque chose de bien. On n'était pas très loin non plus. Hein. On a fait des bons matchs. On avait aussi une équipe jeune. Et puis, je pense que voilà, on n'était pas très très loin de se maintenir. Malheureusement, oui. Ouais, totalement. Ok, donc après ça, il y a eu donc oui, cette descente dont tu parlais, l'arrivée d'Andrea Binotto et de son staff. Tu quittes la première équipe et rejoins Team Béjune, hein, où tu restes pendant 1 an et demi en entraînant les M18. Est-ce que tu peux nous parler de quelques joueurs que tu as vu passer dans cette période? Alors, cette période, elle est aussi top pour moi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un poste que j'avais encore jamais eu. Je revenais numéro un et j'entraînais des jeunes dans un monde élitaire. Donc, c'était aussi pour moi enrichissant. J'ai, J'étais tout content d'entraîner ces jeunes et de les faire progresser, d'essayer d'en faire passer un ou deux. C'est le but, comme tout formateur, de les faire passer un jour dans la première équipe du club. Et puis là, les joueurs, le premier qui vient à l'esprit, c'est un joueur on m'a demandé de prendre en test à Noël dans l'année, je ne me trompe pas, 2000. C'était un Zachary Atekame, que maintenant, ben voilà, il est plus que Saint-Maxien, mais c'est un jeune qu'on a pris à Noël. Il évolue à Mérin. Ouais. Avant, il était dans les jeunes de Servette. Il a rebondi à Xamax parce qu'il voulait revenir dans l'élite. Il est venu à Neuch parce qu'il avait de la famille au Val-de-Rue. Nous, on l'a fait jouer, il était top. Et après, c'est l'enchaînement pour lui, il était rapide. Mais parce que voilà, il le méritait, il était doué, il était bon. Donc, tant mieux pour lui. Et sinon, d'autres joueurs, c'était presque en dessous, là. Tu l'as cité avant, le défenseur maintenant qui a fait quelques matchs, Briani. On Yannis l'a, Soro, ouais. voilà, on l'a côtoyé aussi avec des oppositions avec les M16. Ce Calam aussi qui a évolué quelques minutes à Baden lors du dernier match. C'est des joueurs comme ça qu'on passé sous ma houlette. Mais voilà, les autres, ben, comme on sait, le monde du football élitaire, il est très pointu. Il n'y en a que très peu d'élus. Mais voilà, le joueur, moi, qui m'a marqué, c'était ce Zachary. Et je pense qu'AIB, c'est un club qui va pouvoir encore gratter comment dire, le rubis qu'il est pour tout d'un coup encore enchaîner une progression qui pourrait le faire partir, je dirais même, en Bundesliga ou ailleurs. Oui, c'est un joueur qui a quand même eu une progression extrêmement rapide parce que lorsqu'il arrive de Mérin, il fait pas si longtemps avec les M18 avant de finalement être dans le contingent des M21. Donc, alors qu'il avait encore l'âge pour continuer dans la catégorie en dessous. Et une fois avec les M21, il a très vite été pris par la première équipe qui avait besoin de joueurs à ce moment-là. Donc c'est un joueur qui a tout le temps été un peu qui a tout le temps été un peu surclassé avec des joueurs plus âgés que lui. Tu l'as vite ressenti cette maturité dans son jeu. Oui, oui, même pas que dans le jeu, il avait une maturité déjà aussi dans la tête. Je pense qu'il a vécu des choses, voilà, de Servette, de devoir partir du club, ensuite de rentraîner avec Mérin dans le monde qui était amateur. Je pense il a eu deux, trois échecs qui l'ont fait grandir un peu plus vite que d'autres, qui ont peut-être mangé du pain blanc trop longtemps. Lui, voilà, il a tout de suite été dans le dur et puis, ben, grâce à ça, je pense, ça lui a permis d'enchaîner les étapes très rapidement. Et puis, ouais, c'est mérite à lui. Et puis, souvent, dans ce monde-là, comme tu l'as dit, faut avoir un petit peu, pas de la chance, mais être dans un bon timing, d'être là au bon moment. Et lui, bah, typiquement, voilà, l'équipe première avait besoin peut-être d'un latéral parce qu'ils ont eu deux, trois pépins à ce côté-là. Et ben, comme tout bon club fonctionne, ils sont allés chercher dans l'équipe d'en dessous un latéral et c'est lui qui venait là. Il a saisi sa chance et tant mieux pour tout le monde.
Effectivement, ouais, Zachary qui a disputé ses dernières minutes sous le maillot rouge et noir à Baden. On a parlé un moment avec lui après le match. Effectivement, on l'a remercié pour son implication, on l'a félicité aussi pour sa progression. La saison passée était très prometteuse, mais cette saison, il a confirmé. Il s'est vraiment imposé comme un des tout meilleurs latéraux droites du championnat de Challenge League. Et puis, c'est tout logiquement que voilà, il passe à l'échelon supérieur, il partira pas forcément battu d'avance pour intégrer la première équipe, peut-être pas comme titulaire, mais en tout cas comme doublure sur le poste de latéral droite. Et puis, on vous promet, on vous donnera des nouvelles de Zachary Atekame. On lui a gentiment demandé si on pouvait aller prendre de ses nouvelles dans un match, peut-être du côté du Wangdorf, et il a dit oui. Donc, on agendera ça dans l'équipe de Xamcast, de vous donner des nouvelles de Zachary Atekame dans le courant de l'automne ou le début de l'année 2025. Ok, top. Tu as été nommé entraîneur du FCC en 2022, expérience qui s'est terminée tout à fait dernièrement. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience chaudefonnière en tant que coach? Alors, une expérience, je dirais, accomplie, réussie. Je retournais dans un club où j'avais joué, un club d'une ville, hein, une première ligue, mais d'une ville de plus de 30 000 habitants. C'était pour moi, je dirais, encore une progression. Et puis, 2 saisons vécues, je dirais, différemment. La première saison extraordinaire avec une fin de championnat où on tutoie les finales avec un bon groupe. Belle équipe, beaucoup de jeunes aussi de chaude de fond que j'intègre et qui jouent à plus ou moins 20 ans. Et puis la deuxième saison se passe un peu moins bien sur le plan sportif. On fait un premier tour correct et à la trêve, voilà, il y a les dirigeants décident de réduire le budget, donc des joueurs à ce niveau-là qui ont des contrats qui peuvent être aussi cassés rapidement s'en vont. On perd en qualité, on réussit pas forcément à trouver tout de suite des joueurs pour combler les départs. Donc on fait un deuxième tour très poussif avec bon, quand même un objectif qui change, hein, c'était le maintien annoncé, donc on le réalise. Mais voilà, c'est pour moi, coach, il manque quelque chose. On est parti avec des ambitions et on a un peu coupé, je dirais, l'herbe sous les pieds. Mais à la fin, voilà, je pars quand même de chaud de fond avec le devoir accompli, d'avoir fait progresser beaucoup de jeunes et puis d'avoir laissé le club surtout en première ligue. Ouais, c'est quoi la wish list pour la suite, pour la saison prochaine, Pascal? Mes désirs, tu dis? Ouais, ton désir, là maintenant, donc tu quittes le FC La Chaux de Fonds, donc tu deviens libre. Alors, on n'est pas écouté par des présidents et au niveau du Non, non, mais il n'y a podcast, pas de mais souci. Écoute, on va pas forcément te faire de la publicité en soi, non, mais non, tu as un souhait particulier. Tu souhaites, j'imagine, continuer à entraîner la saison prochaine. oui, oui. Alors j'ai un souhait, je dirais assez précis, c'est toujours pouvoir continuer ma progression, c'est-à-dire sur le plan individuel et sur le plan aussi des équipes que je peux coacher, c'est-à-dire de toujours essayer de grimper un peu par rapport au statut des équipes. Et puis, ben, je termine ma licence UEFA Pro au mois de juin. Donc, l'idée, c'est de pas d'arrêter tout de suite parce que j'ai fait beaucoup d'investissements là-dedans. Et puis, donc voilà, le désir, c'est de pouvoir continuer. Je sais pas où encore. Et puis, voilà, continuer dans cette passion, je l'ai dit tout à l'heure, le football. Entraîner, par exemple, en Promotion League. Alors oui, oui, Promotion League, là j'aurai le papier pour entraîner partout, hein, donc Ouais, ouais. mais c'est que des papiers. Après les postes sont, comme je l'ai dit, sont durs d'accès. Et puis après, il faut aussi, je dirais, être éligible pour ces postes-là, c'est-à-dire avoir fait un bon travail, être, comment dire, avoir des résultats positifs également, qui aident à être, comment dire, contacté pour reprendre des équipes, bien sûr. Mais Promotion League, oui, oui, ben, c'est cette fameuse progression linéaire que j'ai envie de suivre. Et quel est ton souvenir? Tu as vécu une riche carrière de joueur et puis tu as fait des débuts d'entraîneur. Quel est ton souvenir le plus marquant émotionnellement au jour d'aujourd'hui? Alors, des souvenirs plutôt individuels, c'est toujours des buts. Hein. On vous l'avez dit au début, j'ai marqué peu de buts, mais c'est au moins le côté positif quand on marque peu, c'est que tu te souviens de tous tes buts.
Donc, c'est toujours des émotions incroyables au niveau des individuels et aussi pour l'équipe. Donc, c'est des souvenirs top. Et après, un souvenir, je dirais, plus marquant émotionnellement, il s'est mal terminé. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était la finale de la Coupe Suisse, mais la demi-finale, ça reste mon meilleur souvenir. On Contre gagne Getse, contre non? Getse à la Ouais. Maladière, une Maladière comble. On fait un match où on finit au penalty. On finit au penalty, puis voilà, au penalty, il y a certains joueurs qui adorent tirer. Donc, on sélectionne toujours les 5 motivés ou les 5 qui se positionnent pour le faire. Et ensuite, c'est une série qui a duré et chaque équipe a dû, voilà, prendre les joueurs qui viennent ensuite. Et moi, je faisais partie de ces joueurs-là en plus. Donc, j'ai marqué le mien. Ensuite, il y a eu un échec de Getse, un dénommé Spicher, qui est maintenant presque président de IB. Ouais. Et puis, à la suite de ça, ben voilà, les émotions, on court partout, on est qualifié pour la finale. En plus, avec Xamax, Maladière, devant sa famille, c'était, voilà, pour moi, le souvenir le plus marquant émotionnellement. Oui, on a déjà un peu parlé de Pascal Opliger, le coach, mais quel a été du coup l'entraîneur qui a le plus compté dans ta vie de footballeur et pourquoi? Bon, je veux pas être trop, comment dire, incroyable dans ma réponse, mais c'est le premier que j'ai eu. Mm. Pourquoi? Ben parce que voilà, il m'a fait confiance et puis c'est Alain Guéguerre et puis j'ai beaucoup joué. Donc quand tu joues, tu apprends beaucoup, tout simplement. Et puis c'est surtout pour ça que je vais dire lui. Voilà. OK. Et au niveau de tes coéquipiers, est-ce que tu as quelques noms qui t'ont particulièrement impressionné dans ta carrière? Mais impressionné dans le football ou bien Peu importe. dans les actes. Ah, C'est volontairement, C'est ça peut, volontairement libre, ouais. c'est ça. Ça peut ah, être pour leur non. qualité footballistique, leur qualité humaine, leur qualité à mettre la bonne ambiance comme Eric Gasly, peu importe. Sens-toi libre. Non, mais alors, je dirais un nom, moi, tout de suite, qui me vient à l'esprit, c'est impressionné, c'était un Camerounais qui s'appelait Augustin Simo. Il a fait la Coupe du Monde aussi en France avec son pays. Et qui, moi, je l'ai côtoyé, il avait été encore assez jeune, il avait 27-28 ans, moi j'en avais 20. Il m'a impressionné parce qu'il était très très fort. Et puis ensuite, voilà, il y a pour moi Steve von Bergen. On a commencé un peu ensemble et lui, il a vraiment fait une carrière fantastique. Et il m'a impressionné surtout pour sa carrière, sa longévité et puis sa, sa- son réalisme de savoir avec ses qualités ce qu'il a fait, mais il savait vraiment où il voulait aller. Et puis lui, il m'a marqué. Sinon, après, j'ai vécu avec des attaquants de grande classe. J'ai vécu une saison avec Alexandre Rey et Leandro. C'était Oui. top de jouer avec eux parce qu'on savait qu'on allait marquer à chaque match. C'était des top personnes. Et sinon, après, plus humainement, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de jouer avec Carl-André Douda. Donc, voilà, il doit savoir pourquoi, mais c'était top. Humainement, sportivement, le tout. Euh, voilà, c'était une grande personne. Et puis, sinon, j'ai un petit clin d'œil sur un joueur, je sais pas, comme ça, on verra si vous connaissez bien comment dire, l'histoire du club. C'était un Ukrainien qu'on a eu pendant 6 mois lors d'un tour de promotion-relégation. C'est Oui, comment un il s'appelle? Tkachenko. Skachenko. Oh là là, ouais, Voilà. lui, il était Je, je- incroyable. je vais dire lui parce que c'était des joueurs que Xamax allait chercher à la trêve pour se renforcer puis éviter la relégation. Et lui, encore aujourd'hui, j'ai jamais vu autant fort dans les 20 derniers mètres s'il avait la balle. C'était toujours cadré, toujours but. Donc voilà, lui m'est resté, mais maintenant, moi, j'ai plus de nouvelles de lui, puis j'en ai plus depuis très longtemps, mais voilà, c'est un nom qui me vient aussi à l'esprit d'Oxamax. Donc voilà un peu la liste. Juste quelques petites questions subsidiaires au niveau de tes anciens coéquipiers, que ce soit en club ou en sélection espoir. Il était si difficile à vivre que ça, Alexander Fry. Ouais, alors c'est une top personne, mais c'est vrai que sur un terrain, c'est un cas. Et après, en dehors, je dirais non, c'est un cas à être connu, en fait. Mais je comprends ta question. Après, voilà, on juge des fois des gens trop rapidement, mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui montrent des images qui sont pas les mêmes sur un terrain ou en tant qu'entraîneur ou en tant que personne. Après, il y a des gens qui arrivent à changer un peu leur statut, donc
Voilà, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le côtoyer, mais c'est vrai que c'est un personnage. Est-ce que je peux te poser la même question? Quels sont les adversaires qui t'ont le plus impressionné, les adversaires que tu as affrontés? Bon, alors je dirais que par rapport à ma position, il y en a un qui m'a vraiment fait chier. Non, pardon, on n'ose pas parler comme ça. Oui. Ouais, Euh, tu peux. j'ai joué quelques matchs contre lui. Lui, il arrive en fin de carrière, mais il était impressionnant. C'était Chapuisat. Parce que on savait vraiment ce qu'il allait faire. Donc nous, en tant que défenseur, parce que là, je jouais, je me souviens, latéral droit. On savait qu'il allait faire son crochet, donc on se préparait, mais il arrivait quand même à le faire puis à passer. Donc voilà, c'était un adversaire très compliqué à jouer. Mais après, quand on voit la carrière qu'il a fait, on comprend que c'est des joueurs qui avaient un cran au-dessus de nous. Et puis après, je dirais, par rapport à mon position de numéro 6, j'ai vécu des matchs très compliqués contre à Kanyakin, quand il évolue à Bâle, dans le Grand Bâle. Un Nunes, qui a joué à Getse longtemps. Ouf, oui, Richard Nunez, Voilà, oh en là là. Uruguayen. Lui, il est Moi, impressionnant. Ah, voilà, c'était la j'avais classe, souvent, vraiment. Il était à Getse, il n'était pas chez nous, mais je crois que tout le monde du championnat du football suisse l'admirait, quoi. C'était ouais, vraiment ouais. toute grande classe. Donc voilà, moi j'ai réussi juste à avoir son maillot de lui, le bon souvenir. Tout le reste, c'était des petits Des, ponts, c'était des des crosses, cauchemars. c'était des Ouais, buts, c'est ça. des cauchemars. Exactement, dans le terme, il est dit, hein, c'est un cauchemar. Et puis peut-être en fin de carrière pour moi et en début de la sienne, c'est Shaqiri, qui était aussi au-dessus du lot, qui était dans la position que je jouais moi, vu qu'il était en 10, qui m'a impressionné, puis qui m'a embêté pour les joueurs qui m'ont déplu, je dirais, footballistiquement en tout cas. Quel style de jeu essayes-tu de pratiquer à ton équipe en tant qu'entraîneur? Si tu peux nous donner un peu les secrets de ta philosophie de jeu. Bon, j'ai pas de grands secrets. Moi, je pars du principe que il faut avoir un style, il faut avoir une philosophie en tant que coach, mais elle doit être également plus ou moins flexible, adaptable à la qualité de ses joueurs, en fait. On, je pense pas qu'un entraîneur peut dire j'ai envie de jouer ça avec des joueurs qui n'auraient peut-être pas les qualités pour le faire. Mais voilà, moi je pense, je suis anciennement milieu de terrain défensif, donc moi je dirais que la défense c'est la meilleure attaque. Donc moi je suis pas l'entraîneur qu'on va adorer avoir parce qu'il aura du beau jeu, mais je suis pas non plus le gars qui va casser le jeu de l'adversaire. Je vais d'abord privilégier la défense et puis plus avoir un jeu de transition pour être plus précis dans ma philosophie parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des buts que l'on marque ou que l'on concède viennent de transition. C'est pas forcément des attaques placées comme on pourrait voir avec les grands clubs. C'est un jeu de transition que j'essaie de mettre en place avec surtout une préparation dans la tête à avoir pour pas être surpris et également lorsqu'on récupère le ballon pour essayer de faire mal le plus vite possible à l'adversaire. Donc voilà un peu en grande ligne mes deux, trois principes. Ouais, c'est bien, t'es en adéquation avec le football moderne. Ouais, Dans, je dans, sais dans, pas. ouais, quand même, parce que l'adaptation et le foot de transition, il est quand même, comme tu le dis, souvent répandu, à part les top clubs qui peuvent se permettre d'avoir 90% de possession de balle, peut-être par match et gagner 4 ou 5-0. Il y a un petit tournoi, je sais pas si t'es au courant, mais d'ici 3 semaines, il y a un petit tournoi qui démarre en Allemagne. Quel est ton pronostic pour cet Euro? Euh, alors moi, je suis un féru du football anglais. Je pense qu'ils sont peut-être mûrs, ou gentiment mûrs, pour tout d'un coup faire un résultat. Donc je vais miser sur l'Angleterre. Après, j'aime bien tout ce qui est allemand. Et puis, pourquoi pas, si on faut 3, le Portugal. C'est- Vous avez c'est- posé c'est- la question pourquoi j'ai pas mis la Suisse, hein, je pense. non, mais Mais on veut Ah, t'entendre parler sur la Suisse, effectivement. Nous, on est en train également. de se demander est-ce que la Suisse va réussir à gagner au moins un de ces 3 matchs de poule. On n'est même pas en train de se dire est-ce que la Suisse va aller en quart, en demi ou plus que ça. Donc ouais, on profite aussi un petit peu de t'entendre sur l'équipe de Suisse et Murat Yakin à sa tête que tu connais aussi, que tu as côtoyé aussi oui, sur les terrains. oui, oui. Écoute, la Suisse, généralement, je pronostique toujours pas très bien, moi. Donc, je vais dire que je vois pas la Suisse faire un grand euro. Donc, peut-être je me trompe et ils vont faire un grand euro. Mais je ne sais pas. Je sais que les adversaires qu'ils auront, ça sera coriace.
Mais après, voilà, on n'est pas non plus à l'abri d'un changement de jeu par rapport à leur dernière sortie. C'est un peu ça qui fait entre guillemets souci, c'est que la Suisse nous a pas tellement rassurés. Et puis, est-ce que il y a un amalgame de joueurs qui arrivent en bout de course, ou est-ce que l'équipe est bien équilibrée ou bien préparée pour cet Euro? Je ne sais pas, c'est un peu mon point d'interrogation. Est-ce que c'est la fin de certains, le début d'autres, est-ce que c'est le timing? Voilà, mais je suis pas très positif. C'est Mais difficile d'être positif après une année 2023 assez moyenne, hein, on va dire, au vu des exactement. standards à laquelle l'équipe nous avait habitués ces dernières années. C'était presque une faute professionnelle de se qualifier à la deuxième place de ce groupe. Ouais, je pense qu'il y a eu une suffisance, il y a eu un manque d'humilité, mais après voilà, ça reste quand même du foot, il faut quand même gagner tous les matchs. Puis à la fin, ils se sont quand même qualifiés. Donc maintenant, c'est vrai que ils entendent plein de critiques et peut-être ça va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vont comment dire, se mettre en, comme je sais pas, en boule, en hérisson, puis se dire, OK, ben là, on peut faire que mieux, on va peut-être que surprendre maintenant, puis c'est peut-être là où on va pas les attendre, qu'ils vont réaliser un grand truc. Donc, on l'espère, mais voilà, j'ai pas Ouais, et très, puis on a quand même des top joueurs qui sortent de grosses saisons. On a trois stars de l'équipe qui viennent en tant que champions. Hein. Yann Sommer avec l'Inter de Milan, Granit Xhaka avec le Bayer Leverkusen et puis Manuel Akanji avec Manchester City. Avec beaucoup de temps de jeu, surtout pour les deux premiers nommés, même si ouais, Manuel Akanji a quand même eu passablement le temps oui, de jeu oui. aussi avec Pep Guardiola, donc des joueurs dominants dans leur club. Mais voilà, des performances collectives qui sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de joueurs comme ça. Et puis voilà, surtout offensivement, je dirais. Défensivement, la Suisse, voilà, reste toujours une valeur sûre, mais offensivement, on a l'impression d'être un peu dans un creux, quoi. Une équipe qui avait de la peine à se créer des occasions, à concrétiser les occasions quand elles venaient. Donc tout ça fait qu'on n'est pas extrêmement confiant. Mais Non, on n'a voilà, pas de grande certitude. on va aborder l'Euro comme on avait abordé la saison 23-24 avec Samax. On va essayer de prendre le plus de plaisir et puis voilà, ça Exactement. devrait marcher. Et Ça Juste, voilà. devrait. juste un truc, Pascal, parce que toi, t'as joué au même poste à un moment donné que lui. Toi, tu t'expliques un joueur comme Xhaka, les écarts de niveau qu'il peut avoir des fois entre les performances en club où il nous fait souvent des saisons incroyables où qu'il joue et des fois le niveau qu'il peut avoir quand il porte le maillot de l'équipe de Suisse. Ouais, alors, moi, j'explique ça avec comment dire, pas les spirales, mais les tendances, là. Avec son équipe, je pense il est avec une saison fantastique. Il est dans le truc d'être un leader incroyable, puis d'amener ses performances qui le maintiennent à ce niveau-là. Après, avec la Suisse, comme je l'ai parlé avant, est-ce qu'il vient faire quelques matchs et il n'a pas ce même, je sais pas comment exprimer ça, cette même, pas d'envie, mais de transmission au sein de la sélection. Parce que moi, je le suis à la Bundesliga, comme tu l'as dit, il est stratosphérique cette saison. Et après, on Ouais, attend qu'il soit stratosphérique avec la Suisse. Mais donc après, est-ce qu'il faut aussi transposer ça avec une nouvelle équipe, même si c'est tous des collègues à lui, un autre jeu, un autre style, on joue peut-être des équipes nationales qu'on doit gagner. En Allemagne, c'est peut-être difficile. Je sais pas. Je pense que le transfert, on aimerait tous qu'il soit le même, mais il l'est pas. Je pense pas que c'est évident non plus de le faire. Il y a d'autres joueurs aussi de grands clubs en équipe nationale, on les voit pas trop non plus. Donc voilà, mais c'est un peu, ouais, on attend plus de lui. Je suis d'accord. Parce que j'ai un peu l'impression, pour terminer sur son cas, c'est c'est l'un des joueurs de cette génération qui a eu finalement la carrière où il est allé le plus haut en matière de prestige de club. Et pourtant, on a l'impression que même sur l'aspect mental, il y a toujours les mêmes erreurs qui sont commises de sa part dans les grands tournois et on a l'impression il mûrit jamais dans la tête. Enfin, souvent, ça se fait avoir par les mêmes provocations. Je parle notamment des matchs contre les Serbes qu'il y a pu y avoir, et on a l'impression qu'il est tout le temps au bord de péter un câble sur le terrain. On a l'impression qu'il est pas serein. Non, puis il sera pas serein encore au prochain Euro, parce que je pense que c'est aussi sa personnalité
de rentrer, je dis de pas accepter puis de jouer ce jeu-là. Sinon, il l'aurait déjà fait il y a quelques années. Moi, j'ai l'impression qu'il, comme tu dis, hein, s'il doit péter un câble, il va le faire encore à l'Euro. Hein. Mais voilà, c'est ce que moi, je pense. C'est s'il y avait eu un changement de sa part, il l'aurait fait déjà dans son plus jeune âge. Ouais. Mais oui. Voilà, maintenant on va aborder la partie finale de l'interview. On va parler un peu plus de Xamax et des choses diverses. Pascal, pour toi, quel est le premier nom qui te vient en tête quand on te dit Xamax? Ou Faki. Ouais, Faki, mais pas il y a Fakinet. très très peu de nos invités qui n'ont pas répondu ce nom-là. C'est finalement pas surprenant puisque toi tu l'as même côtoyé, hein, Gilbert Oui, oui. Facchinetti, tu l'as Oui, très bien connu. oui. Donc, ouais, c'est lui. Pour moi, Xamax, même si le club reste l'institution suprême, je pense que Faki, voilà, fait partie de ce nom pour moi. Ouais, tout à fait. Tu l'as mentionné avant, c'est pas toujours facile de garder des contacts, surtout quand la carrière commence à remonter à quelques années. Mais est-ce que tu as encore vraiment des contacts réguliers, voire très réguliers avec tes anciens coéquipiers de Xamax? Régulier, je dirais euh, un Jérôme Schneider qui a joué avec moi à Oui, la même période, qui a passé après par Servette. Lui, c'est un grand copain en dehors du foot. Ferro, Luca Ferro, qui on se côtoie encore régulièrement, même si maintenant il est parti du côté de Gênes, soit on par l'a reçu il y du... a quoi, 3 semaines, Ouais, Lucas. donc, Donc il nous écoute à chaque épisode, donc tu peux lui faire une ah petite ben, dédicace sans autre. alors je salue bien mon ami Luca Ferro, que j'ai eu beaucoup de plaisir à le rencontrer il y a un week-end de Pâques aussi, je suis allé le voir. Donc voilà, contact avec Luca, et sinon, ouais, encore régulièrement que Steve von Bergen, où on fait un peu du paddle ensemble, même si on sait comment il Voilà, est un c'est peu le bien paddle, occupé. on y arrive. Il y a une espèce de mode chez AXA Max, mais je pense chez les footballeurs de manière générale, vous pratiquez le paddle. On va y revenir dans la partie Ouais. des loisirs, mais Luca notamment, il a lancé un petit peu cette séquence en disant qu'il y avait beaucoup de gens Bon, Luca, il est pas qui très jouaient au bon, hein, paddle. s'il nous entend toujours. Hein. Alors, voilà, il n'a Voilà. pas tellement parlé de lui, en fait. Il a parlé un petit peu de lui, mais pas trop. Il a surtout parlé des Ok. autres. Donc là, tu as un droit de réponse par rapport à ça. Donc tu vas casser le mythe qui aura duré finalement que 2, 3 semaines. Donc Luca Ferro n'est pas bon au padel, tu Non, confirmes? il est exceptionnel parce que, alors c'est rare, mais bon, je pense que c'est parce qu'il était gardien de foot, mais il joue avec les deux mains. Donc il perturbe, en tout cas moi, il me perturbe parce que tu joues à droite, il prend la main, il change de raquette, il joue avec l'autre main, c'est assez incroyable à le voir. Mais après, c'est vrai que des fois, ben, quand il prépare son match, puis que ça va souvent dans le filet, mais ça, c'est autre chose. Puis en plus, il a les cheveux au vent qui sont éblouissants. Exact. Il joue avec les lunettes de soleil en plus, lui. C'est ça qui est incroyable aussi. Ok, Mais c'est donc non, Lucas. il est vraiment bon au paddle alors du coup. Non, non, et en plus, il a une envergure qui est impressionnante. Ouais, alors ça, effectivement, ouais. Non, Il non, a c'est pas un bon perdu de joueur. centimètres encore, Luca, donc Non. ouais. Ok, on a parlé un petit peu avant de ta philosophie en tant qu'entraîneur. Maintenant, on voulait avoir un petit peu ta vision du foot moderne. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le foot, il évolue dans un bon sens ou bien ça file un peu du mauvais coton pour toi? Non, il évolue dans un bon sens. Il est en train d'atteindre son pic, à mon avis, de progression. Là, on dit toujours, là, on regarde les gros matchs. Hein, je parle des gros championnats, des grosses équipes. On dit toujours moins de temps, moins d'espace. Les joueurs, ils ont plus le temps, ils ont plus d'espace. C'est tellement devenu intensif. Donc, les joueurs sont aussi bien mieux préparés physiquement. Donc, il y a un jeu, mais je pense que ça peut pas continuer comme ça encore longtemps. C'est qu'on va atteindre un seuil. Et puis après, voilà, c'est des joueurs qui seront très techniques, qui seront rapides avec ballon surtout, et puis qui seront très forts au niveau duel. Parce que comme j'ai dit avant, il y a moins d'espace. Donc, on est toujours dans un jeu de duel. Donc, voilà, le foot, il va aller là. Mais je crois qu'on est en train de l'atteindre. Là, on va pas encore, dans les 10 prochaines années, il va pas encore venir encore 10 fois plus vite et 10 fois moins de temps. Donc, c'est comme ça que je le vois, le football moderne. Faudrait être très, très bon
avec le ballon parce que les équipes adverses, elles sont très très bien préparées pour mettre beaucoup d'intensité. Et puis voilà, c'est ce jeu-là que je vois dans l'avenir. Hmm. Donc tu le mentionnais maintenant, voilà, tu es un amateur de paddle, mais est-ce que tu pratiques d'autres loisirs en dehors du football? Qu'est-ce que tu aimes faire, Pascal? Bien manger et puis bien boire aussi. Donc, des bonnes tables et puis le paddle. Mais non, mais moi, je suis engagé. Il me faut pas beaucoup d'autres choses. Donc, être avec les amis dans ces moments de partage, là, comme je viens de le dire. Et puis le paddle, c'est vrai que c'est un sport pour les footeux qui est très bien parce que on adore le tennis, mais le tennis, faut être bon techniquement. Puis je pense que beaucoup de footeux, on n'est pas bon au tennis, tandis que le paddle, c'est beaucoup une question de réflexe, de gestion. Vous m'entendez encore? Oui, oui, bien sûr, ouais. Ok, j'ai peut-être un problème de. Voilà, donc le sport paddle, je pratique aussi pour faire encore du sport, oui. Ouais, ouais. Ben, à part Jérôme Schneider et Luca Ferro, tu as eu l'occasion de jouer au paddle avec d'autres anciens joueurs de foot, notamment le Xamax. Oui, il y a Nuzolo qui joue un peu, mais il est aussi pas trop atteignable. Il a beaucoup de, Alors, il nous de écoute choses à aussi, tu peux faire. lui passer une petite Ah, bah dédicace. ouais, bah la prochaine fois, j'espère qu'il dira oui, parce que pour faire le tour du canton, il est bon, mais pour venir jouer au paddle, il est un peu moins bon. Donc, voilà. Sinon, Pietro aussi a joué, Charles-André Doudin, il joue aussi. Les Xamaxiens, je crois qu'il y en a beaucoup qui jouent, ouais. Ouais, apparemment, ouais. Florent Delay, ancien gardien, joue aussi souvent. Ok. Très bien, bah, on va vraiment l'organiser, ce tournoi de paddle, je crois, à l'occasion, hein. Ah, il y Messieurs, aura du monde alors. Il y aura du on va monde, je pense. profiter de la pause Xamcast pour se mettre au paddle, messieurs les animateurs, pour défier les joueurs de Xamax, les anciens joueurs de Xamax. Voilà. Maintenant, on arrive dans les petites questions qu'on pose aussi à tous nos invités. Quel est pour toi le numéro de la personne la plus célèbre dans ton répertoire téléphonique? Bonne question. Alors, juste pour te donner un ordre d'idée, Ouais. Carlos Varela, lui, c'était Roger Federer, donc il a placé la barre vraiment très 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 Ah, haut. ouais, ouais. Luca, lui, c'était pas mal aussi, c'était un autre style, lui, c'était Monica Bellucci, donc du coup, voilà, la barre est placée très très haut quand même, hein. Ouais, mais la Monica Bellucci de Neuchâtel ou de la vraie? Alors, la vraie, on n'a pas pu Ah, vérifier cette information. On essaye, d'ailleurs, si un de nos auditeurs possède le numéro de Monica Bellucci, il est prié de nous le transmettre pour vérifier. Mais je crois que non, Luca nous avait dit qu'il avait obtenu son numéro dans une soirée, mais qu'il avait jamais osé la contacter. Et je crois ok. que sa femme était pas très loin quand il parlait de ça, donc il y Ouais, avait un... ouais. Ok. Moi, je sais pas. En tant qu'entraîneur, Lucien Favre. Voilà. Lucien Favre, ouais, ça reste quand même quelqu'un de très connu aussi, hein. Ouais, Ouais, pour reste dans le monde du football. bah ouais. Voilà. Et puis maintenant, la dernière question, est-ce que tu peux citer le nom de 3 personnes que tu aimerais entendre après toi à l'antenne de Xamcast? Il y en a déjà beaucoup qui sont passés, je te les ai cités hors antenne avant, donc tu sais déjà un peu, peut-être il y a un Ouais, ou mais deux je me noms que... rappelle plus très bien. Alors, je vais dire Charles-André Doudin. Il est déjà venu? Alors, Charles-André Doudin, c'est notre mythe, c'est notre Everest en fait. Il a déjà été cité à plusieurs reprises, mais Ouais, il est apparemment il grand, est lui. très 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 difficile à joindre. Donc, Ok. apparemment, même pour ses anciens coéquipiers et amis, Ouais, ouais. nous expliquait de temps en temps, il lui envoyait un message pour savoir s'il était toujours en vie. Donc, oui, il est sur notre, Voilà. il est vraiment, je dirais même au top de notre wishlist, Charles. On aimerait vraiment Voilà. beaucoup l'avoir. Il n'est pas encore passé, du coup, pour répondre à ta question. Et puis après, je sais pas, pour rigoler un peu, faut prendre Zamba. Alors, c'est très drôle parce que Rafael Nuzzolo l'a suggéré pour exactement les mêmes raisons. Alors, je vais Ouais, spoiler un petit peu là, mais j'ai eu un contact avec Sébastien Zamba, mais il a pas forcément donné suite. Donc, je cherche une manière peut-être un peu plus directe ok. de le contacter. Je perds pas espoir. Mais oui, Sébastien Zamba, ouais. Et puis après, ben, ça serait extraordinaire de retrouver un Forchelet. Moi, j'avais fait une saison Gérald avec Fort. Forchelet. Exactement, voilà. Ouais, alors là, ça sera peut-être un peu plus difficile de le retrouver il a pas des Mais réseaux peut-être sociaux. par Ça va être. Soufiani. Tu m'as cité Soufiani avant. Je pense que Ouais. pourquoi pas si contact. Peut-être que Mounir, effectivement, Voilà. il a encore son contact. On Parce que lui, il va, a des ben, belles histoires à raconter aussi.
Je vais envoyer un petit message à Mounir, effectivement, pour préparer la prochaine saison avec Gérald Forchelet. Alors, je sais pas si il avait déjà été cité, Gérald Forchelet. Je regarde ma liste rapidement. Non, il n'avait pas encore été cité. Donc, je vais le rajouter. Et puis, dernière question pour toi. En fait, c'est plutôt le mot de la fin. Est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose à nos auditeurs, par extension aux supporters de Neuchâtel Xamax? Bah, tout simplement, bah, je pense merci déjà d'écouter, puis si vous êtes auditeur de ce podcast et que vous êtes des supporters de Xamax, donc merci de continuer, voilà, de soutenir et de suivre ce club, tout simplement. C'est le club, l'institution est un club de cœur et c'est un nom qui restera un nom pour les Neuchâtelois. Donc, merci à tous et toutes. Toutes et Merci tous, à pardon. toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Pascal? Que Nuzzolo accepte de venir jouer au padel. Ok. Voilà. Et puis, non, puis de continuer, voilà, d'être actif dans le football de ces prochaines années en tant qu'entraîneur. C'est ça, on va te souhaiter effectivement de retrouver déjà un club et puis un club avec lequel tu puisses construire quelque chose comme tu en as envie. Donc c'est vraiment tout le mal qu'on te souhaite pour la suite, Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Reste encore en ligne pour la conclusion de l'épisode, du coup. Okay. Merci. Voilà, la conclusion de l'épisode, elle sera pour une fois assez courte puisque on n'a pas de prochain match à préparer. J'avais quand même deux choses à vous dire. La première, c'est vous rappeler notre dernier épisode notre prochain épisode qui sera le dernier épisode de cette première saison de Xamcast. Il sera enregistré. Il sera pas diffusé en direct, mais il sera enregistré depuis le stade de la Maladière. Et puis notre invité sera ni plus ni moins que Christophe Moulin, l'actuel directeur du football au sein de Neuchâtel Xamax, quelqu'un que tu connais bien, hein, enfin que tu connais en tout cas, Pascal, Oui. Christophe Moulin. Il a accepté Ancien notre entraîneur. invitation. Ouais, c'est ça. Il a accepté notre invitation et on débriefera la saison avec lui et puis on parlera aussi un peu de la prochaine saison. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, cet épisode marquera donc la fin de saison et les animateurs prendront une pause bien méritée. Et puis on n'a pas encore exactement décidé, mais sans doute que Xamcast reprendra au tout début du mois d'août. Ça reprendra pas forcément avec la nouvelle saison, puisque moi je serai en vacances à ce moment-là. Nous sommes encore en discussion pour quand même vous proposer un petit peu de contenu annexe pendant la pause, mais en tout cas, il y aura pas d'épisode de Xamcast qui sortira tous les dimanches, comme vous en avez pris l'habitude maintenant depuis le mois de octobre. Notre premier épisode remonte à début octobre. Donc voilà, c'est comme d'habitude aussi l'occasion de vous remercier d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et à nous soutenir sur nos différents réseaux. Et puis voilà, on se réjouit aussi d'ores et déjà de cet épisode de la semaine prochaine pour marquer une belle conclusion à cette première saison de Xamcast. Voilà Pascal, comme on l'a dit avant, on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, de trouver un club à la hauteur de tes ambitions et de tes envies, tout le meilleur aussi pour la vie privée, la santé, des super parties de paddle avec Nudes, et puis voilà, vraiment tout le meilleur pour la suite. Et puis voilà, merci à vous aussi, chers collègues animateurs, et puis voilà, bonne soirée à tous, et puis à la semaine prochaine, bye bye. Merci. Salut. Bye bye. Bye bye.